Une œuvre que tu achètes 1000 balles, dans quelques années ou même plus court que tu ne le penses, peut valoir 1 million. Je suis une artiste dans mon atelier qui crée mes œuvres. Aujourd'hui, l'une des artistes pop art les plus cotées de sa génération. Moi, je suis chef d'entreprise dans le domaine artistique. Mais je viens de découvrir le truc qui va changer ma vie. Donc j'ai une idée, j'y vais à fond. Créer, pour moi, c'est vital. Et j'ai appris que j'en avais même besoin pour les autres, pour donner aux autres. T'as envie de quelque chose? Qu'est-ce qui t'en empêche? Moi, j'ai toujours tout fait toute seule, avec ma vision, mon ambition et ce que je pense être juste. Je veux aller très loin et que je veux réussir extrêmement loin. Et il faut pas avoir honte en France d'être ambitieux. Faut pas avoir honte de vouloir gagner bien sa vie, mettre les siens à l'abri. Non seulement je fais un métier qui me plaît, je peux aider et soutenir les valeurs qui me sont chères et importantes. Vis tes rêves, arrête de les rêver. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Smart Talks, le podcast des investisseurs. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Lélo Luce. Lélo Luce, bienvenue à toi. Comment vas-tu? Super bien, je suis ravie d'être là. Merci de ton invitation. Trop bien. Aujourd'hui, on a vraiment le plaisir de t'accueillir. Merci déjà d'avoir répondu à notre invitation. Donc, Lélo Luce, tu es une artiste entrepreneur, investisseuse et figure montante du pop art français à l'international. C'est un vrai plaisir de t'avoir ici. Tu vas aujourd'hui nous partager ton parcours qui est très inspirant et qui est aussi plein de rebondissements. J'espère. On pourra rediscuter de certaines choses. C'est sûr qu'on va pas s'ennuyer. Et surtout, tu as une vision du marché de l'art qui est très particulière. Un jour, tu as compris quelque chose qui a eu un déclic dans ton cerveau. Et carrément. Et là, tu t'es lancé à 100% et aujourd'hui, tu en fais ta vie. C'est ça, exactement. Trop bien. 10 000%. Trop bien. Tu es la fondatrice de Lélo Luce, la marque Lélo Luce. Aujourd'hui, l'une des artistes pop art les plus cotées de sa génération. Tu es passé d'une carrière d'expert comptable à celle d'artiste reconnu avec une œuvre forte, colorée, pleine de sens et d'engagement. Tu ne te contentes pas de créer, tu accompagnes, tu formes, tu éduques à l'investissement dans l'art, en rendant cette classe d'actifs plus accessible, beaucoup plus humaine aussi, et plus alignée avec les valeurs profondes de tes clients. Tu crois en une vision long terme du patrimoine, en la diversification intelligente, j'ai hâte qu'on puisse en discuter et en parler, et surtout en la capacité de chacun à transformer ses blessures en force et sa passion en actif. Magnifique. Aujourd'hui, on va parler de ton cheminement, de ta philosophie artistique et financière, et surtout de ta manière unique de mêler création, business et transmission. Lélo Luce, encore une fois, bienvenue à toi dans le podcast Smart Talks. Merci. Avant de parler même de ce que tu fais aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse prendre un peu de recul ensemble parce qu'au début de ton parcours, tu vivais pour un sport. Ouais. Un sport et pas n'importe lequel, c'était le handball. Malheureusement, tu avais entraînement, compétition, tu avais un rêve de carrière qui était très très fort. Tout semblait tracé. Mais un jour, ton genou t'a lâché. Tu pouvais plus faire de hand, plus de repères. Et cette douleur invisible qu'on appelle la dépression s'invite. Et surtout, comme si ça ne suffisait pas, on t'a aussi diagnostiqué plus tard de dyslexie extrême. On te disait que tu n'y arriverais jamais. C'est quand même très dur à écouter. C'est fou. Et que ça serait beaucoup trop dur, que tu as du retard. Et pourtant, aujourd'hui, tu es là, tu es en train de briller. Partage-nous un petit peu ce que tu as pu vivre à ce moment-là. Et surtout, qu'est-ce qui t'a permis de te maintenir debout, finalement? Waouh. Magnifique. Déjà, merci pour cette belle présentation. Incroyable que tu saches déjà tout ça. Ça me facilite la tâche en vrai. Mais écoute, c'est un parcours de vie, on va dire, atypique. C'est vrai, je voulais être sportive de haut niveau dans le handball. Je voulais faire ça dans ma vie, simplement, être sportive de haut niveau. Mon genou, j'ai eu un syndrome rotulien, exactement. Donc, ma rotule est partie, ce qui a abîmé tous les ligaments, le ménisque, etc. Donc, le chirurgien du sport, à l'époque, m'a dit, c'est terminé. Jamais tu pourras être sportif de haut niveau. Ce qui, aujourd'hui, avec du recul, n'était pas forcément le cas. Puisque, du coup, aujourd'hui, des sportifs de haut niveau m'ont dit que j'aurais quand même pu. Mais avec l'évolution, on va dire, de la médecine, finalement, c'est peut-être un mal pour un bien, même si le sport et le handball, notamment, a une place extrêmement importante dans ma vie, parce qu'il t'apprend des très, très bonnes valeurs, notamment les sports d'équipe, travailler ensemble, aller plus loin ensemble, se battre pour atteindre un but. Donc tout ça, c'est important et tu le gardes. Je pense que tout sportif de haut niveau a ça dans la tête et cette force mentale qui fait que tu vas au bout de toi-même pour atteindre ton objectif. Et ça, c'est une force, on va dire. Donc ce parcours de vie m'a appris déjà ça. Ensuite, effectivement, donc suite au manque d'endorphines lié à l'arrêt brutal du sport, et puis ma vie aussi, divorce des parents, difficultés familiales, ce qui a fait que ça a engendré une grave dépression que j'ai réussi à vaincre grâce aux amis, au soutien et surtout à ma sœur et à mon entourage qui m'ont beaucoup aidé à battre ça. C'était un moment extrêmement difficile puisque toute personne qui vit une grave dépression le sait.
c'est quelque chose de très difficile à vivre. Et surtout, ça ne se voit pas. Donc, c'est ça qui est encore plus dur. Mais aujourd'hui, on a la force de pouvoir en parler plus librement qu'avant. On a aussi les moyens de se soigner plus facilement parce qu'il y a moins de honte. Et c'est pas une honte à avoir ce petit problème mental, on va dire, qui fait que y a des moments où ça va pas. Et c'est OK. Il faut en parler. Il faut pas rester, on va dire, seul dans son... Voilà, parce que ça se voit pas et ça, les gens peuvent pas le comprendre, ce mal-être intérieur. Donc, c'est important de se battre. Suite à ça, effectivement, après, j'ai continué mes études parce qu'à la base, je devais aller en sport-études. Et du coup, je me suis dit, j'avais une facilité avec les chiffres. Vraiment, c'est quelque chose qui me passionnait. J'adore les chiffres, manier les chiffres. Et par fainéantise et facilité, j'ai dit, allez, go, je vais faire une seconde générale et puis faire des études où il y a plein de chiffres et c'est cool. Axé sur les maths, quoi, du coup. C'est ça, les maths. Trop bien. Et après, du coup, en première, j'ai été décelée gravement dyslexique. Ma mère s'est battue pour trouver une orthophoniste qui me fasse en fait les tests pour déceler. Et il s'avère que j'étais en première, donc j'avais un niveau CE1 en lecture et CP en compréhension, ou l'inverse. Incroyable. Voilà. Bon, bref, c'était catastrophique. Mais c'est arrivé d'un coup, ou c'est quelque chose que tu avais quand même transporté pendant toutes ces années, mais personne ne l'avait vu? En fait, c'est ça. Et toi-même, tu le cachais ou Mais oui. Voilà, tu étais consciente, mais tu voulais... J'étais un petit peu créative déjà à ce moment-là. Incroyable. En fait, je me rappelle très bien à l'école, au collège, lorsque les professeurs demandaient à ouvrir les cahiers et à lire les textes à haute voix, moi j'ai dit mais si je lis à haute voix, mais j'ai la honte parce que je vais buter sur tous les mots, je vais pas comprendre ce que je lis, ça va être une catastrophe. Et je pensais que c'était parce que j'avais pas assez lu dans mon enfance et que j'étais nulle, voilà. Et en fait, du coup, j'ouvrais les cahiers avant tout le monde. Quand la prof disait ouvrez page 20, texte numéro 3, j'ouvrais vite avant tout le monde pendant que les autres traînaient à ouvrir, à prendre les cahiers. J'ouvrais et je le lisais en amont comme ça dans ma tête. Comme ça, je dis au pire, si je suis interrogée, je l'ai déjà lu, donc je serais moins pire. Okay. C'était pas parfait, mais c'était moins pire. Ou alors, je faisais l'insolente. J'ai pas mis lunettes, je veux pas lire. Okay. Mais Lucie, tu n'as pas de lunettes? Bah non. Bah t'es collée, ok. Je préférais être collée ou voilà que avoir la honte devant tout le monde. D'accord. Et c'est vrai que j'avais quelques lacunes et on le voyait très bien, notamment en langue étrangère, parce que pour une dyslexique, c'est très dur les langues étrangères, à la lecture et à l'écriture. Et c'est vrai que j'avais beau bosser des journées à fond sur un exercice, voilà, et j'avais toujours deux. C'était une catastrophe. Hein. Je pense que ma sœur s'arrachait les cheveux quand elle me faisait étudier l'anglais. Et en fait, à ce moment-là, il y avait ma prof de français qui m'avait dit, je me rappelle très bien, moi j'ai vraiment une mémoire émotionnelle en fait quand je vis le truc quoi. Ouais. Elle me regarde, on leur rendait des copies des dissertations ou je sais plus. J'étais au fond, toujours au fond à gauche, et elle me disait Lucie, t'es tellement nulle que tu n'arriveras jamais à rien dans ta vie. C'est fou. En quelle classe? Je crois que j'étais en 4e ou 5e. Voilà. Et je me souviens exactement de où j'étais, quel temps il faisait, l'odeur qu'il y avait dans la classe, qui était là autour de moi. Tellement que ce moment-là m'a marqué dans ma vie, mais profondément, quoi. Et après, les gens qui rigolaient, quoi. Sure. C'est horrible à vivre. La vraie question, c'est est-ce que tu l'as retrouvée, cette prof, depuis? Est-ce que tu as cherché même? J'ai hésité, mais non, en fait, je me dis qu'aujourd'hui, j'espère que tout professeur ne dit plus ça. Parce qu'à quel point ça peut blesser, impacter les élèves. Les gens se rendent pas compte. Peut-être qu'elle dit ça comme ça sur un moment, pour elle c'est rien dans sa vie. Pour moi, ça a marqué ma vie, ma jeunesse. Pendant une année scolaire, c'est peut-être le seul truc dont je me souvienne. Donc c'est grave. Mais ça, pour moi, ça m'a donné une force. Je devais prouver à cette personne qui n'est rien finalement pour moi que j'allais être quelqu'un. Un peu comme une revanche, quoi. Finalement. Mais c'est ça, que j'allais réussir dans ma vie en fait. Et après, qu'est-ce que on peut philosopher, hein, ça veut dire quoi réussir dans ta vie? C'est avoir une Rolex au poignet avant 40 ans. Chacun sa Tout propre est relatif. Réussite. Voilà, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, je serais très fière de la revoir en lui disant que je la remercie en fait. Parce que je la remercie de m'avoir dit ça, parce que du coup, ça m'a donné une force de dingue. Bon, après, c'est un tout. Hein. Après, du coup, une fois que j'ai été décelée gravement dyslexique, j'ai pu être soignée. Cette orthophoniste m'a sauvée parce qu'elle avait une technique ultra innovante qui envoyait des ultrasons, en fait, dans la partie du cerveau qui fonctionne pas comme il faut pour un dyslexique. Que tu veuilles ou pas te soigner, ça envoie les ultrasons et ça stimule cette partie qui fonctionne pas tout à fait comme les autres et qui fait qu'après, du coup, tu excelles un peu plus. Bah, après, t'es jamais soigné à 200%. T'es dyslexique toute ta vie. Mais tu peux vivre avec, vivre mieux, apprendre après. Et quand t'es un peu fatigué, ça revient un peu. Il y a des mots, tu sais plus les écrire. Ou alors tu lis des trucs, qu'est-ce que j'ai lu? Je sais même plus quel sens ça a. T'inverses les trucs. Tu t'arrêtes quand c'est comme ça. Tu dis, je suis fatiguée, je verrai demain. Ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, on peut envoyer des vocaux. Ouais. Beaucoup plus pratique. Ça, c'est vrai. Mais si je fais que ça, je m'améliorerai pas. Ouais, donc, vrai. En fait. Oui, ça se travaille, ça s'améliore au final. C'est quelque chose qui, à force de persévérer et de s'exercer, ça rentre dans le cerveau. Voilà. Et il y a des liens qui se créent, quoi. C'est ça. Okay. Et comme moi, ces liens ne se sont pas forcément créés et qu'ils se créent à partir du moment où j'ai été soignée, puisqu'à ce moment-là, la partie du cerveau s'est stimulée. Ça veut dire que j'avais 15,
14, 15 ans. Donc, pendant 14, 15 ans, cette partie n'a pas Oui, fonctionné. il n'a jamais été Donc, sollicité. j'ai fait fonctionner après, quoi. Ouais, 15 ans de retard, c'est énorme. Voilà. Dans ces 15 premières années où ça se stimule le plus, et c'est là où c'est le plus fort, quoi. C'est ça. Là, ça te demande 2 fois plus d'efforts. C'est ça. Ok. Mais après, si tu veux, tu peux rattraper un petit peu. Bien sûr, pas tout. Après, tu vois tout de suite la différence une fois que tu as été soignée. Je pensais jamais faire autant d'études. Quand elle m'a soignée, elle m'a changé ma vie, cette Bien sûr. personne. Et cette personne, ma mère qui a fait l'effort aussi de me faire soigner, etc. Incroyable. Moi, les gens pensaient, et même mes copines d'enfance, elles me disent, je pensais juste que t'étais nulle. Ouais. Merci. Mais quel soutien phénoménal. Vive les potes, quoi. C'est dur quand on est aussi adolescent, C'est ça. enfant, de comprendre toutes ces choses-là. On les comprend que beaucoup plus tard. C'est Ou ça. on est atteint aussi par certaines choses. On se dit, ah ouais, putain, en fait, parce qu'il y avait ce problème-là, et on s'en rendait pas compte, quoi. Tout à fait. Et en fait, c'est ça. Les gens, ils me disent, mais moi, je pensais juste que Tu t'étais étais nulle. Non, logique. Et en fait, ce qui me sauvait, c'était le sport à l'école, les maths, la physique, toutes les, on va dire, les matières qui sont très scientifiques. À contrario, les matières littéraires qui étaient catastrophiques. Du coup, ça permettait d'avoir un équilibre. J'avais toujours 11, 12 de moyenne générale avant que je sois soignée. Et ça me permettait justement de passer, mais in extremis. C'est-à-dire, même les professeurs, ils disaient, mais on peut pas laisser passer quelqu'un qui a juste 20 en sport et 18 en maths et 2 en anglais et en français. Bah si, parce que finalement, la moyenne générale, elle est bonne, hein, d'accord? Et du coup, c'est sûr que c'est rigolo, mais voilà, après, on avance avec ces lacunes et ces lacunes deviennent des forces. Trop bien. Et c'est ce qui te permet justement de raisonner différemment. Je me rappelle de mon patron, quand après j'étais en expertise, qui me disait, il faut toujours avoir un dyslexique dans son entreprise. Okay. Parce qu'un dyslexique ne raisonne pas de la même manière que la plupart des gens. Okay. Il réfléchit différemment et il utilise son cerveau d'une manière différente. Okay. Ce qui fait que lorsqu'on rencontre une problématique, ou peu importe ce qu'il y a, quand on est dans un groupe de raisonnement, le dyslexique va toujours apporter une vision différente. Oui, parce que tu as été habitué à solliciter d'autres compétences que moi, par exemple, je ne vais pas avoir besoin parce que je ne suis pas dyslexique, par exemple. Et toi, forcément, tu as une autre vision, donc tu développes d'autres compétences, un autre point de vue, en fait, finalement. C'est une autre ça. Approche. Mais c'est ça, et c'est pour ça que je te dis que c'est devenu une force. Bien. Parce qu'en fait, pendant ces 15 ans où cette partie du cerveau peut-être fonctionnait pas ou peu, j'ai développé les autres. Donc, tout ce qui est créativité. Ouais. Comment je vais faire pour pas que ça se voit, mes lacunes? Donc, je vais trouver des solutions. Comment je vais faire pour pallier à ce problème, mais du coup, exceller quand même? Donc, comment je vais faire? Et du coup, je me suis servi de différents outils dans mon cerveau qui sont pas les mêmes que les autres. Et du coup, j'ai utilisé d'autres parties, je sais pas, mais en tout cas, je vois très, très bien au quotidien que je pense pas tout à fait comme les gens. Trop bien. Et la preuve, c'est qu'au final, tu as réussi. Tu es quand même devenue experte comptable. C'est quand même très, très un beau métier. C'est intéressant. Très, très bien. Et par contre, il s'est passé quelque chose à un moment donné dans ta vie où tu t'es dit, ça y est, stop, j'en ai marre. J'ai envie de franchir le cap et de vivre de ma passion, de développer quelque chose qui m'appartient à 100%. Tout à fait. Et donc, c'est là où est créée la marque Lelolus. Donc, la personne que tu es aussi, finalement, parce que tu es tout simplement le reflet de cette marque-là. Dis-nous en plus, comment s'est fait la transition? Qu'est-ce que tu t'es dit pour dire, allez, j'arrête tout, c'est fini et je me lance à 100%? Alors, ça a commencé par... je gérais 270 sociétés. C'était super. Mais je suis quelqu'un qui a besoin d'apprendre tout le temps, d'avancer et de m'enrichir. Et si tu veux, une fois que tu as géré 1 ou 2 boîtes, des contrôles fiscaux par-ci, des commissariats aux comptes par-là, finalement, chaque année, c'est la même chose, c'est les mêmes deadlines fiscales, c'est la même évolution. Et tu sens que tu te lasses un peu, même s'il y a l'humain. Moi, c'était l'humain qui me faisait tenir et j'adore les gens. Et travailler avec les gens, essayer de les faire réussir, essayer de leur faire gagner de l'argent, essayer d'aller plus loin dans l'entrepreneuriat avec eux. Puisque pour moi, un expert comptable, c'est une béquille extrêmement importante. Bien sûr. Si celle-là flanche, tu peux couler une boîte et flancher avec. Donc, en fait, c'était important d'être en soutien et d'être là pour eux. Après, j'ai attaqué très jeune à travailler. À 18 ans, j'avais mon propre appartement. Je travaillais déjà à côté de mes études. J'ai toujours tout fait en alternance. J'étais caissière au départ pour payer mon BTS, mes études, mon appart. Et après, j'ai changé puisqu'après, quand tu étais en BTS, j'ai pu être en alternance. C'est justement déjà dans la comptabilité. Donc, du coup, j'ai toujours travaillé pendant de nombreuses années. Et j'ai vu beaucoup de choses.
Et en fait, il s'avère qu'au bout d'un moment, moi, j'ai besoin d'être nourrie tout le temps. Et je trouvais que c'était toujours la même chose et c'était fatigant, épuisant. J'avais envie aussi, à force de voir des gens qui entreprennent autour de moi, créer des boîtes pour les copains, créer des boîtes pour la famille, et accompagner des entrepreneurs. Tu as envie d'être entrepreneur pour toi. Tu ramènes beaucoup d'argent à la boîte pour laquelle tu travailles. Tu te dis, mais cet argent, ce serait super cool qu'il soit pour moi et que je puisse l'utiliser pour ma vision, Bien sûr. Ma force, mon entrepreneuriat. Et j'avais déjà envie de changer. Et j'avais la boule au ventre le matin. Tu vois, quand tu vas au boulot et que tu te dis, est-ce que je suis... Non. Voilà. Est-ce que le sens, en fait, toi. J'ai dit, c'est pas moi, c'est bon. J'ai besoin d'être pleinement moi. J'avais toujours dit, depuis que je suis gamine, je vais être sportive de haut niveau, tout ça, je serai jamais derrière un bureau. Et à 20 et quelques années, tu te dis, je suis derrière un bureau. C'est tout l'inverse de ce que je voulais. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que j'ai fait? Et donc là, tu te dis, bon, bah, il y a un problème. Moi, j'ai toujours eu plein d'idées dans ma tête, plein d'idées au quotidien que je lançais, que j'ai un peu un cerveau en arborescence. Là, j'avais passé des tests, là, je sais plus, à un moment, c'était la mode, là. Moi, j'avais besoin de savoir, d'avancer. Et du coup, il m'avait décelé, tu sais, HPI, HPE, là, les hauts potentiels, voilà. Du coup, il m'a expliqué comment fonctionnait mon cerveau et ça m'aidait, en fait, à avancer. Et du coup, c'est pour ça que j'avais plein d'idées tout le temps, plein de trucs que je lançais dans tous les sens. Et j'ai dit, mais moi, j'ai envie d'entreprendre, j'ai envie d'utiliser ça, j'ai envie de vibrer pour ce que je fais, j'ai envie de me lever le matin, avoir la niaque, j'ai envie de réussir dans ma vie pour contrer un petit peu ce qu'on m'a dit quand j'étais jeune, peut-être. Et là, j'ai un entrepreneur qui vient me voir, un entrepreneur qui réussissait beaucoup à Paris, qui vient me voir et qui me dit, bon, bah, cette année, tu verras, j'ai investi dans l'art, j'ai acheté une œuvre à 20 000 € à Paris, j'ai eu le coup de cœur. T'inquiète, on m'a dit que c'était défiscalisable, débrouille-toi. Là, à ce moment-là, tu étais encore en train de travailler en tant qu'expert comptable. Tout à fait. Et justement, cette personne-là a acheté donc cette œuvre d'art avec sa boîte. C'est ça. Au nom de sa société. Exactement. Okay. Et à ce moment-là, j'étais justement en train de réfléchir à tout ce que je pouvais faire au niveau entrepreneurial. Okay. Et j'étais déjà en train de rédiger des prévisionnels sur plusieurs idées que j'avais. Il y en a, c'était très drôle. Si tu veux que je t'en dise une, tu vas rigoler. Et mon chéri, il me disait, est-ce que vraiment tu as envie de faire ça dans ta vie? Et là, je dis, non. Ouais. C'est toujours pas le bon truc. Et ainsi de suite. Du coup, je faisais rigoler un peu toute ma famille, les amis, avec toutes mes idées de création de boîte. Et lui, il arrive à ce moment-là, en fait. Il faut savoir que je suis dans cette optique de monter une société pour laquelle je me battrais, qui me ressemble. Et là, il arrive. Et il me dit ça. Moi, qui peins, qui crée, qui sculpte, qui invente des choses depuis que j'ai 5 ans. Et je me dis, mais dans l'art, j'adore ça, l'art. Mais je me suis... Qu'est-ce qu'il raconte? Et là, je dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? Et là, je lui dis, clairement, je le regarde et je lui dis, t'es en train de me faire de l'abus de bien social, là, ouvertement. Je vais gérer ça comment? Ouais. Et là, il me dit, mais non, t'inquiète. On m'a dit que c'était OK, que c'était défiscalisable. Écoute, c'est ton job, hein, tu te débrouilles. Hein. Ouais. OK. Et là, tu te dis, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas forcément pas du tout. Dans son cursus. Mais quoi. Alors, pas du tout. OK. Mais inconnu du bataillon. Toi, c'était un truc. Rien. Genre, ça n'entrait pas dans les lignes, tu t'es dit, mais c'est pas possible. Des lignes que je connaissais pas. Bien sûr. Et à ce moment-là, je vais voir mon supérieur. Je lui dis, tu t'y connais en investissement dans l'art via les boîtes et tout. Sociétés qui investissent dans l'art. Il me dit, rien du tout. Va voir le supérieur, donc le directeur régional du groupe. Ah, c'est dingue. Donc, je vais voir le directeur régional du groupe. Je lui dis, est-ce que vous maîtrisez un petit peu comment on gère l'investissement dans l'art quand une société investit dans l'art? Et il me dit, j'en ai aucune idée. Sérieux? Débrouille-toi. Incroyable. Et là, je dis, le directeur régional du groupe d'expertise comptable qui ne s'y connaît pas, ça craint. Ouais. Et à cette époque-là, il n'y avait pas de ChatGPT. Rien du tout. Internet, ça existait bien, hein, mais voilà. Et là, j'ai dit, on allait chercher quand même dans le BOFIP, donc pour ceux qui connaissent, donc le document de fiscalité, etc., des lois fiscales, encore en papier, dans des armoires où c'est monstrueux de documents. Tu sais, les codes, quand tu vois la télé, les codes civils, les codes machin, bah, le BOFIP, c'est ça, mais fois 10 000. Tu te dis, bon, bah, allez, je vais chercher là-dedans. Donc, puis après, je dis, ouais, je vais chercher quand même sur... ils ont fait des plateformes numériques pour faciliter les trucs. Donc, je cherche un peu tout ça. Et là, je tombe... Tu vois,
pour vous donner l'idée, moi, ce que je me dis, c'est comme Obélix qui tombe dans la marmite, tu sais? Ouais. Bah là, c'était ça. C'est ce qui t'est arrivé. J'ai découvert la niche fiscale du marché de l'art et comment fonctionnait fiscalement, pour le moment, le marché. J'ai dit... Pourquoi tu dis pour le moment? Parce qu'il y a le fonctionnement fiscal, mais il y a tout le fonctionnement souterrain du marché de l'art qui n'est pas que fiscal. Bien sûr. Et du coup, tu te dis, mais j'ai trouvé ça extraordinaire. C'est comme si, tu sais... Une révélation. Ouais, une révélation. Puis comme si tu es dans une BD, tu sais, où tu as tous les... Au-dessus de moi, t'imagines, tu vois, les lumières qui s'allument, les étoiles. C'est Disney, c'est incroyable. Genre, mais je viens de découvrir le truc qui va changer ma vie. Ouais. Tu vois? Et j'ai dit, mais c'est extraordinaire. Et là, c'est comme si je tombe dedans et je ne vis que sur ça, que pour ça. Je dis, je veux tout connaître. Comment fonctionne le marché de l'art? Comment ça marche, la niche fiscale du marché de l'art? J'adore ça. Je découvre tout et genre, je suis une enfant qui va taper sur YouTube les tutos de l'art, etc., qui va écouter des livres audio pour le marché de l'art, etc., tout, en fait. Et je prends, et je mange la connaissance, et je prends. Et là, ça me nourrit. Tu vois, quand je te disais que je commençais à être lassée du métier de l'expertise parce que j'apprenais plus rien et je maîtrisais tout et c'était fatigant. Enfin, ça me nourrissait pas. Là, j'ai trouvé quelque chose qui me nourrissait, mais d'une manière considérable. Et je suis rentrée chez moi et j'ai dit à mon chéri, j'ai trouvé. Je veux être artiste. On s'attend à tout, sauf à ça. Alors, tu aurais vu déjà la tête de mon chéri. Oui. Bon, bah, encore une nouvelle idée de Lucie. Hein. Les Lolus, à ce moment, les Lolus n'existaient pas. Donc, Lucie, par-ci, avec toutes ses idées, qui avait toujours 1 milliard d'idées dans la tête et qui avance surtout, voilà. Moi, je suis plus une fonceuse, tout le temps. Donc, j'ai une idée, j'y vais à fond. Et après, ça marche pas, j'arrête et je pars sur autre chose parce que j'ai déjà lancé 10 000 trucs en même temps et j'attends qu'il y en ait une qui fonctionne, tu vois. Et le pire, ça a été quand j'ai appelé ma mère pour le dire. Parce que là, ta mère qui te dit toute ta vie, fais des études, tu arriveras mieux dans la vie, il faut que tu apprennes. Voilà. Tu lui dis, maman, j'arrête tout. Je suis diplômée, une vie bien tracée, finalement bien rangée, qui fait que tu gagnes ta vie décemment. Et voilà. Et tu lui dis, j'arrête tout, je vais être artiste. Donc, toute maman a peur pour son enfant. Et là, elle avait très peur. Elle me dit, non, mais Lucie, non. Tu sais pas, c'est dangereux. Donc, je l'ai rassurée en disant, écoute, j'ai quand même des diplômes, ce qui fait que ce marché-là est très... la comptabilité, il y a toujours du boulot. Donc, au pire, si ça marche pas, j'y retourne et puis basta. Sachant que je m'entendais avec tous les patrons avec lesquels j'avais travaillé. Je les adorais tous. Donc, vraiment, ça se passait très bien. Donc, j'allais toujours avoir des portes ouvertes. Et à ce moment-là, j'ai dit, bon, bah, il faut que je fasse ça. Mais est-ce que mon travail, est-ce que mes œuvres vont plaire? C'est la question ça, quand t'es dur. artiste. Ça fait peur. Bien sûr. Parce que c'était au début des réseaux sociaux. J'avais jamais montré vraiment ce que je faisais à personne. Bien sûr. Je peignais pour moi, pour être dans ma bulle. J'avais une enfance assez compliquée et difficile à la maison. Donc, c'est vraiment quelque chose qui me permettait de me retrouver. D'extérioriser un petit peu tes émotions. Oui, puis ça me permettait, tu vois, on en parlait encore tout à l'heure, d'avoir ma bulle et que mon cerveau s'arrête. Tu sais, quand tu as le cerveau qui va à 10 000 tout le temps et que c'est compliqué à gérer et que quand je crée, ça m'apaise, ça me calme, ça me centralise, c'est vital en fait. Créer, et pour moi, c'est vital en fait. Et c'est ma santé mentale avant tout et j'en ai besoin et j'ai besoin aussi de faire sortir tout ça. Et plus tard, j'ai appris que j'en avais même besoin pour les autres, pour donner aux autres. Je suis quelqu'un qui donne beaucoup et qui a besoin de communiquer du bonheur, des bonnes ondes, du smile, du fun. Cool. C'est bon, quoi. Enfin, tu vois, il y a tellement de choses. Enfin, moi, je regarde plus les infos, sinon je meurs de tristesse profonde. Donc, en fait, je ne peux pas. Donc, en fait, je me dis, dans ce monde, il y a tellement de choses difficiles. Soyons humains, c'est mon seul moyen, en fait, le lien avec les gens, de pouvoir communiquer des belles choses et de diffuser de la lumière et du bonheur dans le monde. L'art, si tu veux, c'est universel. Tu peux pas ne pas être touché, que tu sois anglais, américain, marocain, algérien, libanais,
anglais, canadien. Tu seras touché pareil. L'œuvre, l'art, c'est universel. 100%. Et c'est ça qui est génial. C'est que c'est international. Et du coup, je veux pas me perdre la ligne. Donc là, j'en étais à diffuser mon art. Et j'ai montré sur les réseaux sociaux ce que je faisais. Okay. Et ça a plu. Ok. Tout de suite. Tu t'es mis sur Instagram au début? C'est comment Facebook. Facebook. Okay, je crois qu'Instagram n'existait pas. C'était très répandu. Non, mais je suis vieille. C'est le réseau social numéro 1 aussi, mine de rien. C'est ça, donc, voilà. Et tu avais déjà des contacts, des amis classiques, quoi. C'était vraiment... Je crois que mon premier acheteur, ça a été le directeur régional du groupe pour lequel je travaillais en comptabilité. Ouais. Incroyable. Ouais, vraiment. Et après, j'ai tout de suite créé une structure fiscale et juridique, une entreprise, pour être carré dans les clous, inscrit à la maison officielle des artistes, numéro d'ordre pour me permettre d'exercer, etc. Ça, c'est extrêmement important. Et j'ai tout de suite commencé des petits salons. Alors, quand je dis des petits salons, des petites expositions, on va dire, au bord du port d'Aix-les-Bains, où c'est que j'habite, voilà. Et mes œuvres ont commencé à être vendues à 50 €, quoi. Trop bien. Incroyable. Je suis partie de rien. Moi, j'avais pas un rond. Je suis issue d'une famille ultra modeste, toujours en galère. La plupart des familles sont dans ce quotidien-là, on va dire, où tu galères à la fin du mois pour acheter une baguette de pain, où tu fais crédit au boucher, quoi. Et comment tu as pu estimer ton œuvre à ce moment-là? Qu'est-ce qui fait que tu t'es dit 50 € et pas 20 ou pas 120? C'était la galère. C'était franchement, au pifomètre. Ouais. Très dur. Ouais. Et en fait, très vite après, j'ai eu connaissance d'un site internet qui t'aidait à valoriser le prix de ton tableau, de ton œuvre, de ta création. Avant, je faisais que des tableaux. Je sculptais pas. Okay. Je faisais pas des sculptures encore. Et en fait, ce site m'a beaucoup aidé. C'est-à-dire que moi, je les vendais 50 €, etc. J'ai commencé à vraiment rendre professionnel ça. J'ai la chance d'avoir eu ce parcours entrepreneurial et fiscal que j'avais au départ, ce qui m'a permis de structurer dès le départ mon côté artiste, mon entreprise artistique. Et du coup, grâce à ça, j'ai créé un site internet, j'ai fait quand même des choses, des publications, des comptes. Il faut être très carré. En fait, il faut être très professionnel. Voilà. T'as pas le choix, en fait. Ouais. Je te coupe, on entend parler des artistes en général. Quand on entend artiste, on a l'impression c'est le gars dans la débauche, en dessous des ponts, en train de peindre, qui s'en fout de la vie. Mais tellement ça. On oublie que derrière, il y a aussi un humain qui... Oui, c'est de l'art, d'accord, mais c'est aussi un travail, c'est du temps passé, c'est des heures passées, c'est du boulot, en fait, mine de rien. Et ça, il faut le valoriser aussi d'une manière ou d'une autre. Donc, forcément, comment le valoriser? Et t'en viens à cette problématique de dire, OK, quels outils j'utilise pour valoriser ça? Comment je me mets en avant? Et puis, t'es entrepreneur, finalement. Donc, tu arrives à des problématiques que tu as rencontrées. Tout à fait. Et tu arrives donc à valoriser à peu près grâce à certains outils, te dire, OK, je passe tant de temps, voilà ce que je fais, voilà ce que ça vaut. Et je commence à pricer. C'est ça. Ouais, en fait, c'est ça. En fait, tu avais un site qui te posait des questions sur ton art. Qu'est-ce que tu utilisais? Quelle technique? Qu'est-ce que tu as envie de partager avec ton art, etc. Donc ça, c'est tout le côté un peu philosophique et artistique. Et il y avait des choses très concrètes, très entrepreneuriales qui disaient est-ce que tu as un site internet bien défini? Est-ce que tu as déjà des books? Quels sont les genres d'expos que tu as déjà fait? Est-ce que tu es coté, ça on pourra en parler, de la cotation chez Drouot, etc., les cotations d'artistes. Est-ce que tu as déjà tout ça? Voilà. Tu répondais à toutes ces questions et ça mouline et pouf, ça te donnait un prix. Incroyable. Moi, je vendais 50 balles et ça m'a donné 650 €. Et là, j'ai dit, je suis pas bon du tout. Mais ça m'a aidé. Tu t'es dit, ça ne me vaut pas 650 ou tu t'es dit, c'est quand même, en fait, c'est plutôt proche de ce que ça devrait aller. Comment tu te positionnes à ce moment-là? C'est compliqué quand même. Hein. Ah, mais c'est horrible. C'est totalement le syndrome de l'imposteur. De toute façon, moi, à ce moment-là, je me suis dit, pourquoi je vais être artiste? Enfin, pour moi, en fait, ça fait partie de moi. Ouais. J'ai toujours créé, j'ai toujours dessiné depuis que je suis gamine. Pour moi, j'avais pas un talent plus qu'un autre. Okay. Tu vois, pour moi, tout ce que je faisais, tout le monde pouvait le faire. Oui, oui. Moi, quand j'étais gamine, aux anniversaires ou quoi, même ma mère qui avait pas beaucoup d'argent m'achetait des livres pour apprendre à peindre à la peinture acrylique. J'ai appris sur les livres à peindre les ombres, etc. Comment faire sur des natures mortes. Elle m'achetait des fusains, mais toujours de la qualité professionnelle, un chevalet, des trucs, mais alors qu'on n'avait pas d'argent. Ouais. Mais elle faisait l'effort de, lorsque j'étais intéressée par quelque chose, de me fournir tout de suite des outils professionnels. Okay. Ce qui permettait de pas te dégoûter.
parce qu'elle m'aurait acheté de la peinture acrylique premier prix, blindée d'eau, aucun pigment, c'est pas possible. Ça t'aurait peut-être déplu à ce moment-là. Mais ça m'aurait dégoûté, même franchement. Et du coup, j'ai toujours pu apprendre sur des choses intéressantes. Et surtout, à ce moment-là, j'ai découvert le marché de l'art beaucoup plus parce qu'à côté de moi, lors de petites expos, tu rencontres plein de gens. Et moi, j'adore parler avec les gens. J'adore communiquer. Et du coup, il y en a qui me disaient, moi, je travaille avec une galerie, moi, je travaille avec tel truc, moi, je travaille... Et du coup, je commençais à avoir des petits tips, tu sais, du fond du marché de l'art. Tu vois, pas les trucs que tu lis sur les livres ou sur Internet. La vraie vie, pas la théorie. La vraie vie, tu vois. La vraie vie d'artiste qui galère, tu vois. Ouais. Moi, j'ai bien compris après, c'est pas facile la vie d'artiste, cette expression. Ouais. Même toi, vous êtes des créateurs, c'est pas facile. Tu dois te battre au quotidien. C'est un ring. Pour moi, tu es sur un ring et il faut te battre et il faut y arriver. Mais tout en restant qui tu es, avec tes valeurs et qui tu es. Il ne faut jamais, on va dire... moi, j'admirais des artistes importants à mon époque. Et une fois que j'ai eu la chance de pouvoir les rencontrer, j'étais très déçue. Okay. Déçue par le manque d'humanité, par le manque de bienveillance, par le manque de respect, par le manque de professionnalisme. Et je me suis dit, j'admirais vraiment ces gens-là. J'admirais vraiment ces gens-là au fond. Mon Dieu, je veux pas être comme ça. Ouais. Et c'est là où tu te dis, non, reste comme tu es. Peut-être que tu arriveras où tu veux aller. Parce que moi, j'ai toujours mon drive, ma vision lointaine. Je sais où je veux être et je sais qui je veux être. Trop bien. Par contre, je vais pas sauter les étapes et aller plus loin en étant un connard finalement. Je veux pas être méchant. Je veux pas être négligent. Je veux pas être quelqu'un de mauvais pour réussir. Tu veux pas changer déjà la personne que tu es? Non, jamais. Pour réussir, justement. Jamais. C'est pas le but. Non. C'était pas ta vision et ça ne l'est toujours pas d'ailleurs. Non. Et au final, tu as quand même réussi. Oui, mais par contre, j'ai mis plus de temps. Voilà. Parce que justement, je me suis fait un peu avoir à des moments, mais j'ai jamais voulu brouiller les étapes ou je sais pas comment on dit, mais... T'es aligné avec tes valeurs. Ouais, très. Et ça, c'est hyper important d'être toujours bienveillant, respectueux avec les gens, toujours honnête et droit. T'as pas besoin d'écraser les gens pour réussir. Tu vas avec tes valeurs, tu fais ce que tu as à faire. Que ça déplaise aux gens, certes, c'est possible. Ça, tu peux jamais plaire à tout le monde. Et ça, faut te le dire et faut être OK avec ça. C'est pas grave. D'accord? Mais par contre, il faut toujours être aligné avec qui tu es et ce que tu veux. Tu avances pour toi, pour les gens qui t'entourent et pour ce que tu veux prôner au quotidien aussi avec les gens. Et ça, c'est hyper important. Et je suis allée étape par étape, petite étape par étape, connaître un peu tout ça. Et après, grâce en fait à mes compétences en fiscalité et en expertise, j'ai pu allier, en fait, si tu veux, on appelle ça un peu les deux cerveaux. Tu vois, tu as le cerveau gauche et le cerveau droit. Tu as un cerveau qui est beaucoup plus cartésien, beaucoup plus financier, et tu as le cerveau, l'autre cerveau qui est beaucoup plus créatif, rêveur et n'importe quoi. Enfin, voilà. Ça, c'est mes deux côtés. Donc, en fait, je navigue entre les deux. C'est assez compliqué des fois, parce que des fois, il y en a qui disent, dès que tu parles de finance et fiscalité, t'as une autre posture. Ouais. T'es différente. Et dès que tu parles d'art et de rêve et de machin, t'es pas pareil. Mais en fait, c'est normal. C'est parce que c'est deux choses complètement différentes. Et moi, je suis ça. Je suis l'un et je suis l'autre. Et en fait, grâce à l'art, j'ai pu mêler les deux. Et c'est ça qui fait ma force aujourd'hui. Et ce que j'ai adoré, c'est qu'à mes débuts, tu vois, j'avais acheté un livre qui s'appelait « Comment réussir sa vie d'artiste ». Je l'ai ouvert et le prélude, c'était écrit « L'idéal pour réussir sa vie d'artiste serait d'être expert comptable et artiste ». Incroyable. Mot pour mot. J'ai dit, mais... C'est le livre écrit pour toi, quoi. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que... Moi, un peu fainéante sur les bords, j'ai envie de te dire, qu'est-ce que je vais m'embêter à lire ce livre? C'est moi. Hop, et je suis OK, je suis dans le juste. Du coup, je ne l'ai même pas lu. En vrai, je ne l'ai jamais lu. Mais jamais, j'ai dit... J'ai jamais redit, je vais le relire parce qu'au final, c'est bon. En fait, du coup, j'essaye de le retrouver parce qu'il doit être dans ma bibliothèque au milieu des bouquins des enfants maintenant. Mais du coup, j'ai dit, mais je veux trop le lire en fait parce que j'aimerais vraiment voir si j'avais raison. Ouais. Mais la vie me montre que j'avais raison, c'est sûr. Mais en fait, c'est juste incroyable. Et c'est tous ces petits parcours de vie. Après... tout le monde te dira, tout entrepreneur te dira, il faut saisir ta chance, tu réussis avec les bonnes rencontres, il faut aller au bon endroit au bon moment. Et c'est vrai, tu réussis jamais seul. Par contre, il n'y a que toi qui fais que tu réussis. Il ne faut jamais croire que les autres vont t'aider à réussir. Bien sûr. C'est faux. Ils vont te donner des tips. Voilà, c'est ça. Ils peuvent te donner des tips, te soutenir. Moi, j'aime beaucoup aider les artistes. C'est pour ça que j'ai fait de webinaire et que je vais continuer pour leur donner leur dire en fait les erreurs que j'ai pu faire. Faut pas les reproduire, faut pas qu'ils fassent pareil. Et je me suis dit,
je fais toujours quelque chose en me disant, si toi, à tes débuts, tu aurais eu ça, est-ce que ça t'aurait aidé? Est-ce que ça t'aurait fait du bien? Oh que oui. Si j'avais eu quelqu'un qui, il y a 10 ans, m'aurait fait un webinaire que je fais, mais alors, ça aurait changé ma vie, je te le dis. Bien sûr. Tu aurais gagné des années, d'erreurs. Voilà. Mais oui, parce que franchement, j'ai fait n'importe... Enfin, il y a des trucs, c'était catastrophique. Bien sûr. Et perdu beaucoup d'argent. Tu as des exemples, justement si tu veux, dans l'art, c'est drôle parce que tout le monde te dira la spéculation du marché de l'art. Ah oui, c'est vrai, ça existe. Mais tu les décèles très facilement. En vrai, dès que tu connais, tu sais. Mais quand tu commences, c'est compliqué. Et c'était un soi-disant agent d'artiste, tu sais, à Lyon en plus. Pardon. Bah, tiens. Et du coup, mais il a déménagé, je crois, dans le sud depuis. En fait, soi-disant agent d'artiste, machin. Donc, tu devais... Tu lui payes un peu tous les mois ces trucs qu'il fait et puis il te met en avant. Il avait soi-disant une galerie, un site galerie, internet et physique, et puis il te mettait en avant. Il te faisait des trucs. Ouais, en fait, que dalle. Ouais. Il m'a jamais rien apporté. Où est-ce qu'il m'a mis? Ça m'a pas du tout servi. Ça m'a rapporté rien. Du tout, zéro. Et j'ai perdu en tout pour tout, en presque moins d'un an, 20 000 euros. Parce que du coup, tu lui payais quand même quelque chose mensuellement. Comment c'était? Ouais, je lui payais une mensualité, plus lors des expos. Non, même pas, parce qu'on n'a jamais rien vendu. D'accord. Je te jure. Dans tous les cas, il n'a même pas négocié ça. Et en fait, à plus, quand il y a des expos, il fallait que je paye en plus pour pouvoir exposer. D'accord, ok. Donc en fait, moi, il faut savoir que j'avais pas un rond quand j'ai commencé. Parce que là, quand je parle de 20 000 euros en un an, tout le monde dit, mais moi, j'ai pas 20 000 euros en un an. Bah, moi non plus, je les avais pas, les 20 000 euros en un an. Seulement, quand j'ai commencé, à chaque fois que je vendais une œuvre d'art, je gardais pas tout pour moi. Je réinvestissais presque tout à chaque fois. Au début, je vivais sur le salaire de mon mari, qui avait un salaire de 2 000 euros net par mois. On avait une maison à payer, un loyer, des charges. On n'avait pas d'enfants à l'époque. Et voilà, on vivait que là-dessus. Et tout ce que je gagnais, je le réinvestissais. Et au début, quand je me suis lancée, j'ai eu les aides à création d'entreprise, etc., ce qui m'a permis d'avoir un petit pécule. Voilà. Mais je suis partie de zéro, de rien. J'avais rien. Donc, en fait, ça, tu vois, cette erreur-là, c'était mais tellement ridicule. Quand j'y pense aujourd'hui, j'ai dit, mais pourquoi En fait, j'ai trop gentil, tu vois. Et en fait, trop gentil, trop naïve, sans expérience. C'est pas formé. Pas du tout. Mais j'y connaissais rien. Moi, c'est savoir quand je suis allée j'ai dit, je vais être artiste. Je ne connaissais que Picasso et Andy Warhol de nom et Monet, etc. mais alors, pour moi, c'était loin. Je crois que j'avais jamais visité le Louvre ou quoi parce que on n'avait pas d'argent. Enfin voilà, on n'y allait pas. Et pour moi, aujourd'hui, je me dis, mais l'art ne doit pas être juste pour une élite, etc. Et c'est vrai. Quand il y est maintenant, tu te dis, mais c'est... moi, aujourd'hui, j'amène mes enfants gratuitement dans plein d'endroits artistiques, mais tu te dis, tu te crées, tu sais, ça, c'est typiquement français, te créer une vérité toi-même dans ta tête, genre l'art, c'est que pour les riches. Oui, c'est carrément faux. Mais qu'est-ce que c'est ridicule. Aujourd'hui, je me dis... Et quand tu commences à voyager un peu dans le monde, tu te dis, mais mon Dieu, la mentalité internationale est complètement différente de la mentalité restrictive française qu'on a. Il faut s'ouvrir, il faut arrêter d'être aussi bête. Je me dis, les Français, on est tellement butés, on n'est jamais content, on est butés sur nos principes complètement nuls. Et je me dis, et je me compte dedans, je suis typiquement française, donc j'avais tout à fait cette mentalité, etc. Bien sûr. Je me suis juste complètement libérée, ouverte en me disant, mais non, en découvrant le monde, l'investissement, l'entrepreneuriat, ça a changé ma vie. Mais où on est en France, et juste quand tu traverses la frontière, c'est un autre monde, quoi. C'est un autre monde, et il faut que la France le sache. Il faut être porte-parole de ça. On est fiers d'être français. On a un pays qui est magnifique, un pays qui est cosmopolite, qui a des religions complètement différentes, des couleurs de peau. C'est génial. On a un pays qui est magnifique, qui est extraordinaire. Pourquoi on se gâche notre image, on se gâche en fait notre blocage cerveau en fait en France. On se ferme, tu sais. Oui, mais c'est dommage. Et en fait, je me dis que si simplement on éduquait un peu plus et qu'on parlait ouvertement et qu'on n'ait pas honte de le dire en fait, que nous on puisse dire aux gens essayez juste d'avoir le sourire et d'être OK et lâcher quoi.
Lâcher cette... oh, il fait chaud, on n'est pas... c'est embêtant, il fait chaud. Ou alors, il fait froid. Il y en a marre, il fait froid. Non, mais arrêtez. En fait, ayez le smile. Il pleut, c'est génial. Bah, courir sur la pluie. Qu'est-ce que ça peut vous faire? C'est cool. Prenez la main de vos gosses, allez courir sur la pluie. Vous allez voir que vos enfants, ils vont être heureux, et vous aussi. Au pire, tu seras juste mouillé, quoi. Mais c'est clair. Et moi, je suis toujours là. Tu sais, mon principe, le premier, c'est vis tes rêves. Arrête de les rêver. T'as envie de quelque chose? Qu'est-ce qui t'en empêche? De toute façon, t'as rien. Alors, essaye. Au pire, t'auras rien. Et la seule chose que tu risques, c'est de réussir. Point. Très bien dit. Il n'y a rien d'autre. Tu fais, Marc Simoncini disait très bien, tu as les gens qui disent « et » et les gens qui disent « mais ». Moi, je suis toujours dans le « et ». Dès que tu as une idée, c'est « ah, il faut faire ça et ça et ça et ça ». Et tu as tous ceux qui sont là « oui, mais si on fait ça, bah, c'est dangereux. Et puis si, mais tu as pensé à ça, mais il faut faire ça ». Bah là, tu n'avances pas. Ouais, la réflexion, par contre, on a besoin des gens qui disent « mais ». Empêche l'action. Voilà, on est d'accord. Mais par contre, il ne faut pas être con non plus. Oui. C'est-à-dire que dans une équipe, dans une entreprise, tu as besoin des gens qui disent « mais ». Parce que sinon, moi... Oui, tu fonces dans le mur aussi parfois. Tu peux foncer dans le mur. C'est sûr. Mais par contre, je suis toujours dans l'action. On te reprochera pas pour réussir dans l'entrepreneuriat et dans n'importe quel domaine, que ce soit l'art ou autre, dans n'importe quel investissement, etc. Je suis désolée, ceux qui réussissent, c'est ceux qui ont pris des risques, c'est ceux qui ont dit « et » quoi. C'est ceux qui font. C'est ceux qui font. C'est ceux qui sont dans la démarche de l'action. Bien sûr. Et agissent. Ceux qui restent bêtement sur leur canapé à se dire « ça va me tomber du ciel », c'est pas possible, ça ne tombera jamais du ciel. Il faut se battre, il faut travailler, il faut être résilient, il faut avoir le smile, il faut pas être négatif. On a tous des phases où ça va moins bien. Et ça, c'est humain et c'est normal. Et c'est ce qui permet de ressentir quand ça va bien. Bien sûr. Si tu vas toujours bien, comment tu sais que tu vas bien? Si tu n'as pas des moments où ça va pas. Voilà. Mais par contre, c'est OK. Il faut se dire que c'est OK, ça fait partie de la vie. Et quand ça va pas, il y a des moments où ça ira mieux. Et il faut toujours être positif. Moi, je suis ultra positif. Il n'y a jamais de problème. C'est trop bien. Ouais, je me dis que de toute façon, on va être en galère. Et alors? Voilà. De toute façon, on ne peut pas aller plus bas. Je ne suis pas à la bande de Gaza. Hein. Désolée, mais voilà. C'est vrai. Tu vois, il faut se dire que voilà, on a quand même de la chance d'être en France, dans un pays magnifique. On peut voyager, on peut aller aux États-Unis, on peut aller au Japon, on peut aller n'importe où. On a la chance de vivre. Voilà. Après, dans l'art, c'est juste un milieu magnifique. Mais il y a des choses à savoir. magnifiques à savoir aussi. C'est ça. Et justement, alors revenons sur un point qui est très important parce que là, d'investissement. Voilà, tu es devenu artiste. Ouais. Mais toi, tu es devenu artiste parce qu'il y a quelque chose qui t'a motivé. Tu t'es dit, putain, fiscalement, il y a un truc à faire. C'est ça. Et à faire savoir. À faire savoir. Et c'est un rapport avec l'investissement directement. Mais quoi exactement? Parce qu'au final, écoute, là, on a envie de savoir. Fais gaffe. Alors moi, je vais te dire un truc, juste fais gaffe. Parce que dès que tu vas savoir tout ce que je vais te dire, t'es coincé. Tu vas faire ça toute ta vie. On va aller sur ton site directement, on va commander. Non, mon site, je le mets pas souvent à jour, j'avoue. Je suis un peu un boulet là-dessus. Mais Insta ou n'importe quoi. Puis après, on discute. On s'en fout. En fait, je suis aussi conférencière et spécialisée en investissement dans l'art. Et c'est ce qui fait, je pense, une force aussi. C'est d'allier forcément ses connaissances du marché de l'art et de la fiscalité. Et j'ai la chance de connaître un peu les deux côtés. Le côté artiste, tu vois, et pas que le côté finance qui vend des œuvres pour l'argent. Et du coup, le fait que je connaisse un peu toute la panel et toute cette panoplie du marché de l'art fait que du coup, je connais le devant, le derrière, à droite, à gauche et tout ce que tu veux. Ce qui fait que on arrive à faire des choses qui sont juste exceptionnelles. Et il faut que ça se sache. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'art, en fait, si tu veux, il y a un magazine américain très connu qui disait, là, et qui dit toujours, l'art, c'est l'investissement numéro 1 dans le monde, avant même l'or et l'immobilier. Okay. Pourquoi, en France, ça ne se sait pas? On nous cache quelque chose. Ouais. En tout cas, ça se sait, mais je suis dernièrement, et de toute façon, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pourquoi en France, on dirait que l'art, c'est accessible que pour les riches, parce que c'est un secret qui a été gardé. Exactement. Qui est gardé que par les riches. Et moi, je peux pas. Et on a l'impression que pour acheter une œuvre d'art,
Il faut avoir l'argent. Dans notre tête, c'est immédiatement, voilà, c'est l'œuvre, elle doit valoir plusieurs dizaines de milliers d'euros ou des millions d'euros, parce qu'on a directement cette. En fait, on n'est pas éduqué là-dessus. Non, pas du tout. Et justement, c'est mon objectif. Tu sais, je suis un peu le petit pousset qui va semer des graines et qui va essayer, ou le petit colibri qui va essayer de donner l'info de partout et d'une manière à ce que ça se diffuse et que tout le monde le fasse. C'est un peu ce que je prône et ce que je veux partager. Il faut savoir que l'art, en fait, l'éducation, par exemple, aux États-Unis, quand on achète un nouvel appartement et qu'on veut décorer les murs, on va pas chez Ikea ou Casto. Hein. La première idée, et dans l'éducation et dans la culture, c'est d'aller dans une galerie d'art et d'acheter une œuvre d'art à un artiste. C'est la base. Et tout le monde fait ça, à l'étranger. Il y a qu'en France où les galeries d'art, finalement, elles sont réservées qu'à l'élite. Alors qu'en fait, tout le monde peut acquérir des œuvres d'art. Tout le monde. Okay. Du moment que tu payes 1 euro d'impôt, quand tu es une société, attention là, je parle que quand tu es entrepreneur et que tu as une entreprise. Okay. Du moment que tu payes 10 euros ou 100 euros d'impôt, tu peux défiscaliser. Okay. En tant que particulier, tout le monde peut acheter de l'art. On va faire étape par étape. Allez. Particulier, entrepreneur, investissement direct, leasing d'art, qu'est-ce qu'on fait? Il y a 3 catégories. Commençons par... particulier, voilà, c'est le plus court. Voilà, exactement. Le particulier peut investir dans l'art. Le seul avantage aujourd'hui qu'il y a, c'est, on va dire, une exonération en fonction des plusieurs années des droits de succession. Okay. C'est-à-dire que les droits de succession en France atteignent 45%, etc. Donc, c'est énorme. Donc, c'est pour ça que des œuvres de très, très chères peuvent être achetées par papy-mamie et ensuite transmises aux enfants, petits-enfants, sans aucun droit de succession. Ok, sans aucun droit de succession. Ok. En fonction de la durée des années de détention, tout à fait. D'accord. C'est quoi la durée justement Ça dépend. C'est dégressif en fonction des années. Plus tu la gardes, moins tu payes. Et à un moment, au bout de 20 ans, au bout de 20, 25 ans, tu as zéro. Voilà, au bout de 20, 25 ans, tu as zéro. Donc, moi, aujourd'hui... Avant, c'était totalement exonéré. Ah, totalement. Il n'y avait pas de ouais, ils ont mis un petit... Et ils se sont dit, on ils abusent un peu, les particuliers. C'est ça. C'est logique. Mais concrètement, là, moi, j'ai 30 ans. Ouais. J'achète aujourd'hui un tableau de l'Élolius à 10 000 euros. Ce tableau-là peut aussi soit prendre de la valeur. Oh, il en prendra. Voilà. Tu sauras qu'on en parlera justement, après. Justement, je fais exprès. Voilà, c'est ça que je voudrais qu'on revienne sur ce point-là. C'est ça. Donc, c'est un patrimoine, finalement, que j'achète, pas seulement un tableau. Donc, c'est comme si j'avais 10 000 euros de poser sur mon mur ou dans ma cave, bien caché. Dans ou ton coffre. Dans une coffre. Ouais. Et si jamais il m'arrive quelque chose dans 50 ans, ben en fait, mes petits-enfants, ce tableau-là, ils ont en fait 10 000 euros de cadeaux qu'ils peuvent revendre par la suite, faire quelque chose comme ils veulent ou alors continuer de le exonérer de droits de succession, tout à fait. Et le revendre avec 0% d'imposition dessus. Tout à fait. C'est génial. Voilà. Donc ça, c'est trop bien. Ils sont en train de discuter justement au niveau de la loi de finances, d'apporter des avantages fiscaux quand on investit dans l'art pour avoir des réductions d'impôts au niveau de la déclaration d'impôt sur le revenu en tant que particulier. Puisqu'aujourd'hui, en particulier, tu n'as pas d'exonération d'impôts, de fiscalité, on va dire, avantageuse, mis à part les droits de succession. Bien sûr. Du coup, ils sont en train de légiférer sur ça. La Maison des artistes aussi travaille dur pour passer des lois aussi en faveur de tout ça et faire évoluer. Après, bien sûr, tout est à décider par notre gouvernement. Mais ils sont en train d'en discuter. Mais ça veut dire que juste sur la succession, alors moi aussi, si c'est moi qui détiens le tableau, au bout de 25 ans, je veux le revendre. Oui. Je peux le revendre aussi sans avoir aucune imposition. Oui. D'accord, ok. Oui. Bon, c'est pas mal, mais il faut quand même tenir 25 ans. Ouais, ça fait un peu long. C'est un peu long quand même. Mais après, au bout de 15 ans, même, l'imposition est minime. Oui, elle est minimale. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas 45%. Hein. Ok. Voilà. L'imposition est quand même très faible. Ok, oui, on arrive elle autour de est dégressive. 10-15%. Elle est dégressive en fonction de la durée de détention. Du coup, c'est assez bas. Après. Et c'est valable pour les tableaux, les montres, en fait, tous les objets finalement. Tous les objets de valeur de collection, d'art. En fait, la loi est donc tout tableau, sculpture, voiture de collection, montre de collection
etc. Violon, Ok. instruments de musique anciens, D'accord. les Stradivarius carrément rentrent dans justement ces méthodes d'investissement. Ok. Quand je dis art, c'est art Ouais. avec un grand A. Je pense que quand tu as commencé à citer certaines choses, Oui, ça plaît à tout le monde. il y a des gens aussi où moi ça fait sens. Maintenant, quand je comprends Bien pourquoi sûr. des fois il y a un très beau piano en plein milieu d'une pièce. Voilà, exactement. Tu te dis, le mec, il fait pas de piano. Il a défiscalisé un petit peu parce que je crois que le mec touche pas une touche. Hein. Exactement, il faut Voilà. pas toucher le piano. Il y a de la défiscalisation dans l'air. Ok. Exactement. Tu Incroyable. as tout compris. Incroyable. Deuxième chose, donc les particuliers, bien sûr. J'espère qu'on en reparlera dans très peu de temps où il y aura des défiscalisations importantes. Pour l'instant, donc on a la loi de finances là-dessus, on attend Ok. et on verra. On se bat pour ça, quoi qu'il en soit. Ensuite, au niveau de l'investissement, quand on est une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés, Ok. À l'IS. à l'IS, on cadre déjà le truc. Mm. Tu peux investir dans l'art en mécénat d'art, en fait. On appelle ça, donc c'est un soutien artistique aux artistes vivants. Attention, pas les morts. Ok. Ça ne marche pas. Ok. Que les vivants. Pourquoi ? Pour soutenir la culture et l'investissement dans l'art des gens qui vivent, Ok. pour l'économie, etc. Favoriser Voilà. plus. Ok. Donc là, tu peux investir dans l'art jusqu'à... En fait, avant, tu avais une limite de 5 pour 1000 du chiffre d'affaires en fonction des années au niveau du mécénat d'art. Aujourd'hui, c'est limité à 20 000 euros, mais 20 000 euros de mécénat, ce qui revient à 163 000 euros à peu près d'investissement par an dans l'art Ok. défiscalisé. Ouais, c'est pas mal. Voilà. Il faut savoir qu'avant, c'était 10 000. Mais par contre, si 5 pour 1000 du chiffre d'affaires est supérieur à 163 000, tu prends les 5 pour 1000, puisque Ok. c'est plus avantageux. Ok. D'accord ? Au niveau de la limite. Pourquoi avoir changé la loi ? Parce qu'en fait, avant, tu sais, il y a eu... comme c'était que 5 pour 1000 du chiffre d'affaires, tout le monde avait des holdings. Tu vois, c'était le moment des holdings. Sauf qu'une holding génère pas elle-même son propre chiffre d'affaires. Elle remonte l'argent des autres entreprises. Bien sûr. Ce qui fait que les 5 pour 1000 du chiffre d'affaires, c'était toujours zéro, puisqu'elle ne générait pas son propre chiffre d'affaires, même si elle avait de l'argent. Ok. Du coup, ils ont passé des lois, parce que les premiers investisseurs dans l'art, faut pas rêver, c'est nos politiciens, Bien sûr, ouais. puisqu'ils connaissent les lois, puisque c'est eux qui font ces lois-là. Bien sûr. C'est les règles du jeu. C'est ça. Et ils ont, enfin voilà, on ne sait pas ce qu'on fera à leur place. Déjà, ils font ce qu'ils peuvent. Moi, je ne juge pas. Donc, en fait, ils ont changé, ils ont passé 10 000. 10 000, c'était 80 et quelques mille euros d'investissement par an. C'est pas assez pour eux. L'année d'après, ils ont mis 20. Et à mon avis, on est plus sur une phase où on va enlever ces... La limite. Oui, Ok. voilà. Donc, ça, c'est la limite. Donc là, on peut le faire maintenant aussi avec une holding ou pas encore? Oui, si, tu Maintenant, peux, voilà. c'est bon, les 20 000, Maintenant, c'est passé. Ouais. D'accord, ok, trop bien. Donc, jusqu'à 20 000. Donc, c'est 20 000 de mécénat par an. Il faut savoir que quand tu investis, par exemple, sur une œuvre à 163 000, c'est sur 5 ans. Ok. Donc, si tu divises par 5, voilà, tu as le 60% du montant qui est du mécénat. Ok. Donc, C'est quoi le mécénat? Le mécénat d'art, c'est le soutien à quelque chose. D'accord, ok. Tu vois, donc une association. Par exemple, là, c'est la catégorie œuvres qui favorise la culture dans le pays, etc. D'accord, Œuvres ok. d'art, machin. Et tu as très bien œuvres, piano, machin, enfin, truc, Ok. machin. Chaque catégorie a son mécénat. En Ouais, fait, en fait, tu regardes le CERFA, il y a un des CERFA exprès que moi, je remplis, par exemple, pour que les entreprises puissent défiscaliser. C'est l'article 238 bis du AB du CGI, si tu veux. Voilà, Ok. tu iras chercher. Ah, trop bien. Et chacun ira chercher son truc. Et en fait, ce qui te permet de défiscaliser. Donc, en fait, tu as un 5e par an du montant de l'œuvre. Il n'y a pas de prorata temporis. Donc, tu achètes le 30 décembre. C'est valable pour l'année. Ok. Donc, tu achètes une œuvre d'art. Sur 5 ans, tu dois la montrer au public. D'accord. Il faut l'exposer. Faut l'exposer. Il faut qu'elle soit visible au public. Quand je mets les guillemets, c'est parce qu'il y a plusieurs... il faut bien voir, c'est pas... tu peux très bien faire des expositions culturelles qui soient visibles, que ce soit à l'extérieur, à l'intérieur des locaux, mais il faut juste que le public puisse la voir Ok. et que ça serve au bien commun, tu Ok. vois, parce que c'est des œuvres d'art en faveur de la culture dans notre pays. Il faut savoir que
Notre État favorise beaucoup la culture parce que c'est quand même une des choses qui caractérise la France. Culture, gastronomie, etc. C'est là-dessus, tu vois. Aujourd'hui, il met l'accent à fond sur la tech, tu vois. Voilà. Donc, tu vois, c'est tout ça. C'est l'État qui favorise certains secteurs, qui fait la force de la France. Notamment l'art, ça en est une très, très grosse. Et du coup, donc, quand tu investis ça, tu fais un amortissement d'1/5 de l'œuvre par an qui passe en charge, d'accord. Et ensuite, sur ces 1/5, tu as 60% de mécénat d'art qui passe en réduction d'impôt. Donc, ce n'est pas un crédit d'impôt, c'est une réduction d'impôt. Donc, c'est-à-dire que l'État ne va pas te rembourser, par contre, va réduire tes impôts. D'accord. Donc, c'est-à-dire que si tu achètes, je ne sais pas, une œuvre à 10 000, ou alors on va dire 50, comme ça, divisé par 5, ça fait 10 000. OK, c'est plus simple en calcul rapide. Ça te fait 6 000 euros de mécénat par an. Donc, si tu payes 6 000 euros d'impôts normalement, tu n'en payeras pas. Trop bien. Ce qui te permet en fait d'éviter de donner de l'argent à l'État si tu n'as pas envie et si tu ne sais pas où ça va. Par contre, ça te permet d'investir dans quelque chose dans le pays, notamment la culture, pour eux, ça. Mais ça te reste à toi. Ça va à l'actif de ton bilan. Bien sûr. Ça valorise l'actif de ta société, ce qui fait que ça valorise son prix, sa valeur. Donc, tu augmentes notamment la valeur de ta boîte. Tu ne payes pas d'impôts grâce à l'investissement dans l'art. Et l'œuvre d'art ne perd jamais de valeur et prend de la valeur chaque année. Savoir ça s'explique. Voilà, une cotation d'un artiste lorsqu'elle est acquise, donc si tu veux qu'on fasse un truc sur la cote d'un artiste, c'est la valeur, c'est la loi d'un marché économique d'offre et de la demande. Moi, j'offre peu d'œuvres, je suis humaine, je ne peux pas en faire énormément par an. Bien sûr. Par contre, tu as beaucoup plus de demandes, de plus en plus, dans le monde entier. Donc, ce qui fait que la valeur augmente, d'accord, naturellement. C'est la loi d'un marché normal. C'est comme tous les marchés. Voilà, exactement. Donc, c'est tout simplement ça. Sauf que dans l'art, tu as plusieurs catégories. Il y a les ventes aux enchères. Donc, c'est-à-dire que si aujourd'hui, tu as 2 œuvres à 10 000 euros, d'accord, tu en mets une aux enchères. Cette œuvre, elle est vendue 20. D'accord. Eh bien, ça veut dire que celle-là, celle qui te reste, ne vaut plus 10, mais 20. Ah oui, puisqu'elle est achetée 20. C'est-à-dire que la cote, le prix d'une œuvre, elle ne peut pas être fictive. Enfin, tu vois, genre, on ne peut pas dire celle-là, elle vaut 20. Bah, pourquoi elle vaut 20 ? Parce qu'elle a déjà été achetée à 20. Parce que les gens sont prêts à mettre 20 pour l'acheter. Bien sûr. Si les gens sont prêts à mettre 50, elle vaudra 50. Tu vois ce que je veux dire ? Et il faut savoir que, par exemple, tu as acheté une collection de 10 œuvres. Il y a des collectionneurs qui font beaucoup ça. Ils achètent 10 œuvres, 10 sculptures ou 10 tableaux à 10 000. Ils en vendent un à 20. Donc, ça veut dire que tout le reste vaut 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20. Okay. Mais il faut quand même... Ils revendent 20, donc celle de 20. Voilà. Et après, ils mettent 50. Voilà. 50, 50, 50. Donc, tu imagines le gain énorme qu'on peut faire. Voilà. Mais il faut quand même réussir à la vendre à ce prix-là. Voilà. Alors ça, c'est le travail des commissaires-priseurs et c'est aussi le travail que tu peux faire en galerie ou dans d'autres, c'est-à-dire faire assez de communication, d'où la communication et l'importance de la communication pour que les gens sachent qu'elle est en vente. C'est comme n'importe quoi. Tu as une Rolex Submariner qui vaut, je ne sais pas, 30 000 que tu poses sur la table et que tu dis, tu décides, ah tiens, je vais la vendre. Tu la poses sur ta table, t'as personne qui sonne à ta porte. C'est ça. Alors que tout le monde en veut. Bien sûr. Mais personne ne sait que tu la vends. Il faut marketer. Donc, il n'y aura personne. C'est ça. Voilà, c'est ça. C'est concrètement la même chose. Voilà. Donc, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que si l'expert, si tu vends, toi ou quelqu'un d'autre, une galerie ou un commissaire-priseur, une maison de vente à Drouot, etc., ou à Christie's ou à Sotheby's qui veulent... voilà. S'ils ne font pas la communication et qu'ils ne font pas leur travail de dire « Eh, j'ai une œuvre, j'ai un Lélolus, est-ce que vous la voulez ?» tu la vendras jamais s'ils ne font pas le boulot. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'ils fassent ce boulot ? Au final, ça, c'est leur revient. C'est leur job. Intérêt, voilà, en fait, ils sont commissionnés, il ne faut pas se leurrer. Bien sûr. Il y a toujours l'argent derrière. Le business is business. Donc, en fait, c'est ça le truc. C'est que du coup, derrière, ils sont commissionnés. Plus ils vendent cher, plus ils ont une commission. Oui, mais on peut avoir aujourd'hui un artiste qui n'est pas connu. Enfin, voilà. Comment j'ai fait pour être connu la première fois ? Toi, tu as commencé, tu n'étais pas connu. Non. Mais... il y a des gens qui ne décollent jamais aussi. C'est ça. Mais finalement, si tu achètes ton tableau 100 €, si personne ne veut en acheter, personne ne veut en acheter, tu vois. Donc oui, peut-être que tu vas revendre peut-être 100 €, mais à personne. Donc au final, c'est comme s'il valait 0. Tu vois, donc on peut aussi perdre. C'est ça. Mais c'est comme tout, il faut choisir ses bons investissements.
faut choisir ses bons artistes. C'est comme dans la crypto. Tout. Voilà. Dans la crypto, dans l'immobilier, il faut t'intéresser au marché. Voilà. Moi, tu sais, je suis capable de jeter une œuvre d'un artiste complètement inconnu, 500 ou 1000 euros, ou je ne sais pas, parce que j'aime son travail, parce que je crois en lui. Pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs choses qui vont te faire déceler un futur talent, quoi. Déjà, tu as des professionnels dans le secteur qui font très, très bien le job, hein, des curateurs, on appelle ça. Okay. Et en fait, tu te dis, est-ce que l'artiste, soit il se bouge et il a envie de diffuser son art et de partager et qu'il le fait bien, soit il a quelqu'un qui le fait pour lui qui est bien. Okay. Parce qu'il y a des artistes qui n'arrivent pas et qui n'ont pas la facilité à communiquer, ni à... si tu veux, ni à sortir finalement de leur atelier. Ils sont timides, c'est difficile pour eux à vivre. Et ça se comprend aussi. Donc, c'est-à-dire, par contre, il y a des gens professionnels, bon, pas comme ceux que j'ai connus au début qui m'ont arnaqué, hein, on est d'accord. Il y en a des bons. Et c'est pour ça qu'il y a l'utilité des galeries d'art, etc., des gens qui sont spécialisés dans le métier, qui vont justement faire ce job pour les artistes, pour les montrer, pour les diffuser, les valoriser et leur faire prendre de la valeur. Okay. Moi, j'ai toujours tout fait toute seule, avec ma vision, mon ambition et ce que je pense être juste. Il y en a qui n'ont pas... Moi, je suis chef d'entreprise dans le domaine artistique. Je suis aussi artiste, mais j'adore entreprendre, j'adore investir, j'adore le business, j'adore les affaires, j'adore tout ça. Donc, c'est une passion pour moi, j'adore le faire, donc je le fais. Par contre, il y a des artistes qui n'y arrivent pas. Bien sûr. Mais par contre, je ne suis pas un artiste qui va te faire une collection de 20 000 pièces à 199 €. Ça t'oublie. Ouais. Ça, moi, je ne ferai jamais ça. Je suis une artiste dans mon atelier qui crée mes œuvres. D'accord ? Okay. Donc, je ne te sortirai jamais une édition de 300 pièces, on va dire, qui est de l'art. Okay. Ça, c'est plus collection déco, tu vois ? Oui. Ça Il sera faut que pas... les pièces, ça soit un peu unique. Alors, surtout... peut-être que si j'en fais une un jour avec une marque, voilà, mais ce sera la marque qui va porter le projet. C'est pas moi. J'aurais fait quelque chose, bien sûr. Moi, dans tout ce que je fais, j'ai ma main, j'y travaille, je m'investis à 200% et je suis présente. Par contre, je suis pas fabricante, je sais pas quoi, de vêtements. Donc, oui. Si je fais une collab avec une marque de vêtements, c'est la marque. Voilà, je suis pas une usine. Moi, mes œuvres d'art, je les crée toutes. Les designs, c'est moi qui fais tout, etc. Mais il faut savoir que c'est assez compliqué le marché de l'art parce que tu as pas mal aussi de spéculation, typiquement. Parce que tu vois, là, ce que je te dis là, typiquement, ce serait très facile que, d'ailleurs, ça s'est déjà fait. Il y a des artistes très connus que je connais qui ont déjà fait ça. Moi, je le ferai pas, mais chacun, voilà, mais pas français. Hein. Et du coup, c'est très drôle. C'est genre, ils ont un pote qui croise qui est milliardaire. Il fait des œuvres, tu vois, il fait des œuvres. Comme je t'ai dit tout à l'heure, il fait 5 œuvres, machin, et ben là. Oh, c'est incroyable. C'est wow, amazing, et machin. Donc, le mec, il achète tout, je sais pas, 100 000 balles. C'est ça. Donc voilà, on a. Faire du bruit. Voilà, faire du bruit, machin, nanana. Donc, il fait bien monter la sauce, la com, machin, nanana. Du coup, il revend celle-là 500 000, 1 million. Donc, tout le reste vaut 500. Il revend ça 1 million, tout le reste vaut 1 million, et ainsi de suite, nanana. Parce qu'il appelle les copains, de copains qui rachètent des copains. Sûr. Du coup, c'est écrit sur le marché de l'art, c'est écrit dans les... Il faut savoir que les cotations, etc., c'est public dans le monde entier. C'est-à-dire que si une œuvre se vend 30 000 € au Japon, elle sera connue qu'elle sera vendue 30 000 € au Japon, aux États-Unis. Okay. Et inversement, tout est relié. Okay. Toutes ces plateformes de cotation des artistes, machin, il y en a qui font payer, d'autres pas. Pour consulter. Alors, moi, je connais ceux qui ne font pas payer, hein, parce que du coup, je ne vois pas pourquoi on paierait pour voir la cote d'un artiste. Mais ça, c'est autre chose. C'est du business. Ils font le business. Ils ont raison. Ils font ce qu'ils peuvent. Et du coup, ce que je veux dire, c'est que voilà, une fois que tu connais un peu tout le marché, tu comprends que, voilà. Moi, c'est justement ce que je te dis, que je prends du temps. C'est que je fais les choses justes et bien. Mais par contre, c'est ce qui va me permettre, certainement, comme tout artiste ou tout créateur, de rester plus longtemps et de vivre. Et honnêtement, j'ai 3 enfants. Si aujourd'hui, je commence à faire n'importe quoi, à mentir, à manquer de respect aux gens, enfin, moi, je trouve que c'est juste une forme de respect, en fait. Quand je vends mes œuvres 20 000 € à un entrepreneur, etc., je vais pas la vendre 50 ou 60 000 € à un autre 2 semaines après. Aucun sens. Pourquoi ? Parce qu'il a peut-être plus d'argent. Et alors ? Il a travaillé pour avoir cet argent. Donc, moi, j'arnaquerai jamais les gens. Je déteste ça. Tu travailles surtout sur la durée. Tout à fait, final, exactement. Ça se saura à un moment donné. Mais
Et tout ces se gens-là sait. qui font ça, c'est des coups C'est ça. d'une collection. Voilà, d'eux, c'est et ça. après, c'est des gens qui disparaissent. Mm. Mais du coup, finalement, ces gens-là qui disparaissent, bah, c'est un peu comme, entre guillemets, c'est ce qu'on appelle nous, chez nous des scams. En Ok. crypto, c'est un peu, Je en connais gros, pas, ouais. c'est une arnaque, entre guillemets. Ok. Donc, au final, ces tableaux ne vont plus rien valoir quand Tout ça à va fait. disparaître. Donc, si moi j'ai acheté le tableau, comme tu as dit, il a acheté 100 000 la Ouais. réflexion, il revend 100 000 le tableau, puis 500 000. Mm. Moi, je suis le pigeon qui achète à la fin, entre guillemets, C'est mais ça. je suis pas conscient Non, à 100%. Et puis, on va te dire aussi, j'ai pas fait ce travail de recherche. c'est ça. Sûrement. Bah Et oui. je me dis, putain, le mec il était inconnu il y a 2 semaines. Là, aujourd'hui, il est en top 8, C'est je ça. sais pas où. Et je m'intéresse pas plus que ça. Donc, je mise sur un cheval qui est en train de décoller. Et après, 2 mois après, Il s'en va 2 ans avec après, tout. il n'y a plus rien. Ouais. Et en fait, ce tableau ne vaut plus rien finalement. Et ça, je me suis fait un peu arnaquer, entre guillemets, quoi. C'est ce qui est le plus dur. Donc, en fait, quand tu investis dans l'art, ce qui est important, mais c'est comme tout investissement. Hein. Moi, quand je t'écoute, je vois ça comme pour la crypto, comme Tu pour vois, la bourse c'est pour ça immobilier. que ça me plaît C'est aussi. C'est qu'en fait, c'est la même chose. En fait, du moment que tu connais 100% pareil. c'est 100% pareil, sauf que tu as des moyens de défisque qui sont oufissimes. Voilà. Là, je te parlais de 85% de défisque en vrai, parce qu'en fait, tu peux aller jusqu'à 25 d'IS et ensuite 60% de mécénat par an. Donc, on est Ok. une œuvre qui vaut 100, en fait, te coûte que 25. Et j'ai l'impression que c'est vraiment beaucoup que plus 15. avantageux, bien sûr, pour les entreprises. Mais aujourd'hui, en particulier, pour ouvrir une boîte et, ou un freelance, parce qu'il y a de plus en plus de freelance aussi. Oui, c'est vrai. Donc, ils peuvent aussi commencer à jouer sur cet aspect-là s'ils ont envie. Tout à fait. Pour l'investissement, ouais. Bon, après, il faut encore qu'ils payent. Enfin, tu vois, ils peuvent, hein, mais après, il faut quand même. Je veux dire, après, il faut financer. Bien Tu vois, sûr. la première année, si tu achètes Bien l'œuvre sûr. 100 000, il faut mettre 100 000. Bien sûr. Après, il y a. Donc, cet aspect-là est juste incroyable. Enfin, je veux dire, une œuvre qui vaut 100 000 te coûte genre 15 000. Ok. Tu te dis, bon, je vais le faire. Ok. Par contre, quand tu investis comme ça, pour te la revendre, il faut la revendre au marché, au prix du marché. Il ne faut pas vendre moins cher. Donc, elle restera à l'actif de ta boîte. Ok. Après, il y a une autre méthode qui est juste oufissime, c'est le leasing d'art. Que ça, je pratique beaucoup. Ok. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es entrepreneur. Moi, j'appelle ça l'abus de bien social légal. Mais c'est marrant. Ouais, c'est ma petite blague. Mais c'est légal. C'est ça. Ah, mais totalement. Mais c'est bien pour ça, ça existe. Et il y a des boîtes qui font que ça, hein, du Ok. leasing d'art. hein. Ah ouais, Ouais. ok. Enfin, des boîtes spécialisées qui proposent du leasing d'art. Ok. C'est on te prête, en gros, de l'argent. C'est comme Ouais. le leasing de voiture. Ouais, à la banque, c'est ça. pareil, quoi. Sauf que ton œuvre prend de la valeur. Ok. Elle en perd jamais. Ok. Elle en prend chaque année. Moi, il faut savoir que je gagne environ, on va dire... Des fois, j'ai gagné 50% d'une année à l'autre. Ah oui, carrément. Ou 20%, 20, 30. Enfin, voilà. Tu vois, Énorme. chaque année, qu'est-ce qui te fait gagner ça aujourd'hui? Il y a la crypto et l'art, là. Voilà, c'est ça. ce truc. On est d'accord. Je pensais Et même c'est pas. oufissime. Mais quand je te comment dis ça ouf, fonctionne Donne-moi un exemple concret, vraiment, de comment ça fonctionne. Bah, en Qui fait, est-ce c'est que je dois ça. voir pour ça. En fait, C'est une regarde. banque, c'est quoi? Ah C'est bah. une boîte privée? Ah, en fait, donc là, par exemple, tu m'appelles, tu dis, ouais, les Lolus, je vais t'acheter un tableau. Tu tapes déjà cotation de Lolus sur Internet, tu as le listing de mon estimation de cote en fonction des tailles de mes tableaux. Tout est Ok. accessible. Moi, j'ai fait en sorte que tout soit accessible gratuitement. Donc, déjà, tu connais le prix de mes tableaux. Ok. Tu m'appelles, tu me dis, bah voilà, je veux t'acheter une œuvre, je sais pas, de 100 par 100, je crois que c'est 38 000, je sais plus, 39, enfin voilà. Ok. Tu te dis, bon, bah, ok, alors moi, je te dis très bien, du coup, tu as un dernier bilan, ok. Donc, ce que je veux dire, on va faire financer par la société de leasing. Donc, eux, ils te contactent. Typiquement, tu montes un dossier, c'est hyper rapide, c'est hyper court, t'as rien à... Enfin, voilà, t'as un bilan, ta carte d'identité et ton RIB. Donc, tu leur donnes ça. Ensuite, ils évaluent dans leur truc et ils te disent, OK, ben, très bien, on te finance. Combien de mois tu la veux? 12 mois, 18 mois, 36 mois? La durée du leasing, tu choisis quoi? Ok. Tu choisis ce que tu veux en fonction. Ils te font un beau tableau avec les mensualités, les trucs, le gain, le truc, c'est un truc de fou. Et tu te dis, bon, bah, celle-là, tous les mois, je mets ça. Donc, l'œuvre, tu l'as tout de suite. Ok. Moi, je suis payée tout de suite. Ok. Et ensuite, à la fin des mois, tu dis, ben, moi, je veux lever l'option d'achat à la fin. Donc, c'est à hauteur de entre 2,5% et 10% de la valeur initiale de l'œuvre. Ok. Je dis bien valeur initiale parce Oui, qu'entre-temps, elle peut elle a prendre de pris la la valeur. Voilà. Voilà. Donc, attention. Et du coup, 2,5% genre de la valeur initiale. Donc, pour une œuvre à 10 000, tu donnes 250 balles et elle est à toi, Hmm. alors qu'elle a été financée par ta boîte. Elle te revient à toi directement, en Oui. propre. Oui, puisque tu as levé l'option à Ah bah 2,5. oui. Ah bah oui, incroyable. Voilà. Donc, Ouais, en au fait, final- tu t'es enrichi de 10 000 pour 250 balles. Ouais. Ensuite, tu te dis, bon, ben, du coup, je vais la revendre. Hein. Comme Oui. ça, je récupère 15 000.
Alors que j'ai payé 250 balles. Donc, tu vois, tu la revends, tu payes quand même les 50% dessus, là, les 48%. Quand tu la vends en propre, ouais. Tu payes une imposition dessus? Non. Normalement, non. Parce que c'est du one-shot. OK. Si tu en fais le commerce, oui, en général, ouais. OK. Ah, c'est incroyable. Faut voir. Après, ça dépend. Faut regarder, mais je pense que faut regarder, elle bouge tout le temps. Oui, ça change régulièrement, voilà. Mais au final, tu es tellement gagnant parce que... Ah bah, même si tu payes 30% d'impôts, j'ai envie de te dire, tu as payé 250 balles. Hein. Donc, j'ai envie de te dire, c'est pas ça qui va... voilà. Donc, tu fais ça et du coup, tu la revends. Tu peux même la revendre à la société de leasing, n'importe quoi. Tu la vends à qui tu veux. C'est fou. Et du coup, tu récupères le cash en 12 mois. C'est fou. En 12 mois, tu peux acheter, je sais pas, 50 000 euros d'œuvres d'art. Dépenser donc 2,5%, donc ça fait rien du tout. C'est ça. L'année d'après, tu vends pour 60 000 en un an. Donc, tu as gagné 60. L'année d'après, tu refais pareil, tu regagnes 60. C'est ouf. Ou 200, ou machin, et ainsi de suite. Et tu te fais un patrimoine personnel dans l'art qui est exceptionnel. Mais je sais pas si je peux le dire comme ça, mais c'est comme si je blanchissais légalement l'argent de ma boîte, quoi. Mais ouais, mais non, mais en fait, non. Non. C'est même pas du blanchiment, c'est la loi. Oui, voilà. C'est pour ça que je dis le mot légalement, c'est qu'au final, tu arrives. C'est ça. C'est incroyable. C'est ça. C'est incroyable. Alors moi, je le fais donc directement. Il y a de plus en plus d'artistes qui le font pratiquer, et d'ailleurs, je soutiens je dis aux artistes, faites-le vous-même, parce que beaucoup de galeries le font. Oui. Les galeries se prennent une marge quand même énorme sur le dos des artistes. Qui aujourd'hui, moi, je vais monter aussi, je pense, prochainement une galerie pour aider aussi les artistes, puisque les commissions, il faut savoir qu'une galerie prend en France entre 50 et 60% du prix pour elle. L'artiste touche que dalle. Ah oui, je veux dire, c'est l'artiste qui crée, c'est l'artiste qui machin, et derrière, et pour peu qu'en plus la galerie ne fait pas son job de com, c'est de l'arnaque. Enfin voilà, moi, des fois, ils vendent 2-3 fois le prix pour eux s'y mettre dans la poche, et ils ne payent pas les artistes derrière. Il y a des polémiques, enfin, je vous dis même pas, au niveau des galeries. J'ai rien contre les bonnes galeries qui font bien leur boulot, et on a besoin d'eux pour, comme je t'ai dit, pour les artistes qui sont en nécessité et qui n'ont pas cette force de communication et de marketing. Mais faites-le cool, quoi. Faites-le honnêtement, en fait. Les artistes, c'est pas des machines, des petits maroulins à utiliser. Enfin, je sais pas. On dirait que c'est leur... Enfin, tu vois, c'est atroce. Oui, il y a un marché, mais abusez pas, quoi. Tu vois. Et puis, arnaquez pas les gens aussi. Bien sûr. Parce que du coup, il y en a qui vendent à des prix exorbitants des œuvres qui valent 4 fois moins cher, quoi. Bien sûr. Et du coup, c'est pas honnête. Voilà. Donc, tu vois, c'est ce que je te dis. Dans tout business, de toute façon, il y a des gens qui sont pas honnêtes. Partout, de toute façon, bien sûr. Voilà. Et t'en as des bons. Et souvent, c'est à cause des gens malhonnêtes que les bons, ils périssent, tu vois. Bien sûr. Et ça, c'est dommage. Okay. Mais quoi qu'il en soit, tu vois, le truc du leasing d'art, c'est juste ouf. Et encore, il y a tellement de choses à connaître. Mais je veux dire que, tu vois, c'est quand t'es entrepreneur... Et le leasing d'art, ce qui est bien, c'est comme je te disais, les entreprises qui ne sont pas à l'IS, tu vois, qui sont en nom propre, notamment, tu sais, des fois des cabinets notariés, des dentistes, etc., qui sont dans des sociétés à l'IR. Enfin, tu vois, tout Comment ça, c'est... Comment est-ce qu'ils peuvent faire? Eh bien, leasing d'art. Voilà. Parce que eux, leur seul objectif, eux, pour ne pas payer d'impôts, c'est de créer de la charge. OK. Et comment tu veux pas faire mieux qu'investir dans l'art pour créer de la charge? Parce que faut savoir que quand tu fais de leasing d'art, ça passe en charge. Ta mensualité est en charge, etc. Par contre, toujours présenter l'œuvre au public, etc. Ça, c'est important. Parce que la condition, c'est quand même Quand tu dis présenter au public, c'est-à-dire que moi, je peux juste l'exposer dans mes locaux. Oui. Si tu accueilles du public et des clients et des gens, et en parler, et montrer. Ouais, c'est ça, il faut montrer. Faut que ce soit visible. Que ce soit pas... chez toi, à côté de ton salon, sans personne qui le voit. Et ça, qui le vérifie? C'est juste personne. Contrôle. On ne sait jamais. On sait jamais. Pas grand monde, parce qu'on part sur le principe que de toute façon, même en un an, tu le fais en un an. Je veux dire, comment tu veux qu'ils soient au courant? Déjà, ils sont au courant, le leasing est déjà fini. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, j'ai envie de te dire, voilà, ils le feront pas. Après, on part quand même d'un principe de bienveillance et d'honnêteté face aux gens. C'est normal, bien sûr. L'administration fiscale ne va jamais venir... ton contrôler juste pour ça. Déjà, ils vont venir. Ouais, voilà, ils vont pas venir pour ça. S'ils viennent te voir, c'est qu'ils ont vu autre chose. T'inquiète pas. Mais l'art, de toute façon, c'est quand même un dispositif en France qui est extrêmement valorisé et mis en place par l'administration fiscale. S'ils font que de contrôler tous ceux qui ont de l'art, c'est impossible. Déjà, plus personne va acheter dans l'art et c'est pas l'objectif. Et puis, de toute façon, c'est pas ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, c'est promouvoir l'art. C'est-à-dire qu'il y a un artiste derrière qui a été payé pour son travail. Et moi, comme je te disais,
j'ai aucun soutien. Je suis artiste, je suis cataloguée, comme tu disais, en train de peindre mes trucs au fond d'un pont ou je sais pas quoi. Bah, tu vois. Dès que je dis que je suis artiste, je suis ça. Oui. Mais c'est l'image qu'on a. Mais c'est incroyable. En fait, c'est tellement drôle. C'est ça. Le mec fauché. Oui, c'est ça. Ou celui qui réussit. Et celui qui est blindé. Ouais. Voilà, et ben, il n'y a pas trop ce juste milieu, finalement. Ben non, mais en fait, je veux dire, c'est juste, tu travailles, en fait. Ouais. Je veux dire, si tu veux quelque chose, tu bosses et tu l'as. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de secret aujourd'hui. Okay. La résilience, ça, c'est hyper important. En fait, ceux qui réussissent, c'est ceux qui ne lâchent jamais face à l'adversité. Bien sûr. C'est tout. Moi, combien de portes je me suis pris dans la figure, mais t'imagines même pas. Va t'occuper de tes gosses et fais la vaisselle. C'est un milieu de bonhomme ici. Ça, je me le suis pris un milliard de fois. Moi, je cache pas que je suis ambitieuse. Je cache pas que je veux aller très loin et que je veux réussir extrêmement loin. Et il faut pas avoir honte en France d'être ambitieux. Faut pas avoir honte de vouloir gagner bien sa vie, mettre les siens à l'abri. Moi, je suis maman de 3 enfants. J'ai envie de me regarder dans la glace. J'ai envie de les éduquer d'une belle manière, avec des belles valeurs. Je soutiens énormément d'associations et de fondations grâce à ce que je fais. Je crois que l'année dernière, on a apporté 350 000 € aux fondations. C'est énorme. Et associations. Je veux dire, quand t'as des gens qui viennent te voir à l'hôpital de Toulouse, là, qui disent grâce à ce que vous avez fait, l'association que vous soutenez et tout ce qui a été mis en place, on a acheté un dernier ordinateur pour séquencer le génome humain et aider à la recherche contre le cancer pédiatrique. Ils disent ça limite en larmes parce que l'État n'a pas les moyens de les financer pour la recherche. Toi, tu te dis, c'est incroyable. T'as envie... Moi, j'ai pleuré. Hein. C'est normal. Je veux dire, tu rentres chez toi le soir et je publie pas ça sur les réseaux. Bien sûr. Tout l'argent que j'apporte au quotidien aux associations et fondations, j'en fais pas la pub parce qu'après, on est en France et genre, elle fait ça pour ça. Voilà, c'est ça. Alors, non. Et t'as pas besoin de prouver. C'est ça. J'ai besoin. En fait, c'est pour moi. Voilà. En fait, si tu veux, je le fais pour moi, pour les enfants. Que j'ai à la maison, quand je rentre le soir, t'étais où, maman? Regarde, grâce à ça, on va aider à la recherche, on va sauver des enfants, on va aider à les rendre leur jour meilleur. Là, le dernier bateau qu'on a fait avec l'association Les Étoiles Filantes, la voile du bateau de Quentin Vlaminck, qui est extraordinaire, qui a traversé l'Atlantique. Et justement, on vend les parties, tu vois, de la voile. D'ailleurs, si un investisseur veut investir sur allez-y, hein, c'est ouvert. Et en fait, tous les fonds vont à l'association des Étoiles Filantes pour l'association qui soutient, qui aide les enfants à réaliser leurs rêves, parce que c'est une association qui est justement pour les enfants atteints du gliome du tronc cérébral. Donc, le syndrome du gliome du tronc cérébral, c'est des cancers incurables aujourd'hui. On n'a pas trouvé de solution pour soigner. Donc, quand les enfants sont atteints de cette maladie, ils décèdent très peu de temps après. L'objectif de cette association, c'est de réaliser les rêves de ces enfants avant que ce soit la fin, pour que sa famille aussi passe des bons moments et vive pleinement les derniers moments. Et ça, il n'y a rien de plus beau. Je veux dire, quand tu es dans le bateau, que tu vois les étoiles au-dessus des enfants que le bateau a transportés, qui est malheureusement plus de la moitié et plus là, mais ils ont pu être aidés par cette association, c'est juste extraordinaire. Et ça, c'est ce qui fait le sens aussi de la vie. Tu vois, grâce à l'art et à mon métier, j'ai trouvé le sens que je voulais apporter aux choses. Tu vois, dans la fiscalité, dans l'expertise comptable, etc., j'avais, j'aidais les entrepreneurs à gagner de l'argent, à moins payer d'impôts, tout ça. Mais moi, ma vie... ce côté émotionnel. Mais ouais, et moi, c'est ça. Et moi qui suis hyper émotive, je mettais où mon hyper émotion là-dedans, tu vois? Et il était là le problème. Alors que là, non seulement je fais un métier qui me plaît, dont j'ai besoin, puisque la création, j'en ai vraiment besoin, je mêle ma passion pour les chiffres et la fiscalité et l'investissement. Et en plus, je peux aider et soutenir les valeurs qui me sont chères et importantes. Incroyable. Non, mais, je veux dire, génial. L'art, c'est ouf. Mais oui. Tu as trouvé la chose mais c'est ça. qui t'appartient à 100%. Et en plus, tu te retrouves et tu arrives à aider. C'est ça. En plus de faire de l'argent, tu arrives à aider et à mettre des belles couleurs dans les yeux des gens, quoi, finalement. Et c'est exactement l'objectif de mon travail. Et en plus de faire gagner de l'argent aux gens, grâce à la fiscalité, l'investissement dans l'art, qui est juste un domaine extraordinaire,
Faites gaffe, hein, une fois que vous y goûtez, comme je t'ai dit, tu vois de l'art partout, tu te dis ça c'est extraordinaire, ça j'adore, il faut que j'achète, c'est un truc de fou. Hein. Je te coupe sur ça justement, pour résumer aussi ce que tu as dit. Il faut faire attention. Voilà, c'est qu'aujourd'hui, on peut aller sur une brocante, tu vois un tableau qu'un gars y vend signé en bas à droite de quelqu'un que tu ne sais même pas qui c'est ou quoi que ce soit. La première règle, c'est de ne pas sauter sur une soi-disant occasion ou possible occasion. D'acheter un tableau 20 €, penser que tu vas le revendre 500 €. Ouais, non. C'est possible. Hein. C'est possible. Si tu fais le même boulot de com. Mais il faut quand même. 90% du temps, ça marche pas trop, quoi. Faut s'y connaître, en fait. Sinon, il faut se former. Est-ce que si je veux me former, me faire accompagner sur cet aspect-là, comment je peux m'éduquer? Est-ce que toi, tu fais du contenu éducatif? Où est-ce qu'on peut le retrouver? Partage-nous un petit peu ces endroits-là. On peut te retrouver. Oui, avec plaisir. Alors, tu fais des webinaires, mais est-ce que c'est très fermé? Est-ce que c'est ouvert à tout le monde? Non, c'est ouvert à tout le monde. On peut beaucoup soutien d'artistes où je les forme justement sur comment on explique tout ça et comment on réussit sur mon parcours. Après, c'est vraiment individuel. Il faut m'appeler. Faut prendre rendez-vous sur le site ou alors envoyer un message sur Insta, LinkedIn, tout ça. Il y aura toujours quelqu'un de mon équipe ou moi-même qui répondra toujours. Moi, je suis toujours un support, en soutien. C'est important. Je veux dire, quand tu investis dans l'art, il faut investir dans un artiste qui est inscrit à la Maison des artistes, qui a un numéro d'ordre, qui a un numéro SIRET, qui est habilité à faire les choses comme elles se doivent. Faut pas faire n'importe quoi pour les artistes vivants, etc. Pour les artistes... Tu le vérifies, il y a un site, tu mets Maison d'artistes et je trouve le site, je peux mettre l'Elolus et je trouve directement les informations, quoi. Alors moi, c'est information de cotation des artistes certifiés. Alors du coup, ça s'appelle ICAC. Tu vois, c'est super agréable. Facile à trouver. Non, c'est information, donc I-CAC. Cotation des artistes certifiés. Ce donc là, tu peux voir le nom d'artiste directement. Oui, tu peux mettre le nom de l'artiste. Non, mon nom d'artiste. Voilà, ton nom d'artiste. Après, si je ne trouve pas l'artiste sur ce site-là, c'est que... Non, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Il n'y a pas que celui-là. T'as Art Majeur, t'as Akun, t'as Art Price. Il y a différents sites. Il n'y a pas un site. Il y en a plein. Mais en fait, moi, je te conseille. Par l'État qui nous met tout le monde, finalement. Je pense que sur la. Tu sais quoi, j'ai même pas essayé parce que je ne vais pas me chercher moi-même en général, donc je peux même pas te répondre. Moi, je conseille en fait à chercher s'il existe déjà, s'il est référencé. De toute façon, tu tapes n'importe quel. Aujourd'hui, tu tapes artiste l'Elolus, t'as je ne sais pas combien d'infos. Donc, tu verras que j'existe, que je suis réelle. Voilà. Ensuite, tu verras, tu peux aller dessus, tu vas voir, tu tapes sur Google le nom de l'artiste, etc. Tu auras des infos. Si tu as Art Price, Art Majeur, etc. qui s'affichent. Faut creuser, faut regarder, faut être curieux. Après, si tu as un coup de cœur sur une œuvre, que cette œuvre, que tu as les moyens de l'acheter à un instant T, il y a l'émotionnel, il n'y a pas que la fiscalité. Bien sûr. Voilà, j'ai envie de te dire, au bout d'un moment, voilà. Moi, je suis la plus heureuse quand aujourd'hui, la plupart des gens, ils me disent, j'ai ton tableau dans mon salon. Je ne me suis pas posé de questions. J'ai le smile grâce à toi tous les jours. Plus je le regarde, plus je découvre des choses. Ça me fait un bien fou. Il y en a qui... je fais ça pour les gens, en fait. Ça, c'est la plus belle... Tu sais quoi? C'est la plus belle récompense que je peux recevoir. C'est de faire du bien aux gens. Que ce soit dans le porte-monnaie ou dans l'émotionnel, c'est ensemble. C'est le seul investissement aujourd'hui qui te propose une joie et un bonheur immédiat et matériel, palpable et financier. Tu vois, je veux dire, aujourd'hui... c'est très peu. Oui, il y a l'immobilier, mais c'est différent. Oui, ou t'achètes un lingot d'or. Voilà, aussi. Trop bien. Mais l'or, ils se ressemblent tous. T'es pas trop... T'es là... Ouais, ça monte doucement. Tu connais pas le fondeur, tu connais pas celui qui a fabriqué le lingot. Là, tu as un côté humain, tu vois. Tu as une œuvre qui a été faite avec quelqu'un, par quelqu'un. Quelqu'un, tu peux, en général, tu as les mêmes valeurs ou tu apprécies la personne. Parce que pour moi, une œuvre d'art, c'est aussi lié à la personne qui l'a créée. Oui, tu vois, c'est un ensemble. Soit tu la connais, soit t'as une partie de l'artiste qui est quand même chez toi finalement. Franchement, il y a une phrase qui est ultra célèbre. Chanteur, finalement. Mais c'est ça. Quand t'aimes ton chanteur, tu achètes ses albums. C'est ça. C'est un peu le même concept finalement, donc c'est très similaire. Exactement ça. Et puis après, t'as une phrase qui est hyper connue dans le milieu de l'art, c'est quand tu achètes une œuvre d'art d'un artiste, tu achètes d'abord une partie des centaines d'heures d'échecs et d'espoir, une partie de l'âme de quelqu'un d'autre. Tu n'achètes pas seulement une création basique. Tu achètes vraiment un tout, quoi, hyper complet. Et ça, c'est rien de plus beau. Cette phrase, elle est sensationnelle. Elle veut tout dire. Voilà.
Je reviens juste sur un point Vas-y. qui me semble fou, parce que moi, quand je comprends pas, j'aime me poser des questions Vas-y, pour c'est être sûr justement de ce que tu m'as dit, mais ça me semble dingue parce que j'ai l'impression qu'on peut vraiment s'enrichir extrêmement vite, Oui, surtout avec quand on a une boîte finalement oui, à l'IS ou même à l'IR, peu importe, dans les deux cas, c'est OK. Et encore plus avec ce cheat code du leasing. Donc en fait, aujourd'hui, moi, j'ai ma société, je suis entrepreneur, en même temps investisseur. J'ai fait 100 000 euros, disons, cette année-là, imaginons. Je vois une offre qui vaut 20 000. Donc, qu'est-ce que je fais? Je te contacte. Ou alors je vois l'Elolus, elle a sur son site une offre de dingue à 20 000 euros. Ça me plaît. Je me dis, OK, elle est belle, je peux l'exposer. Et en plus, je peux faire des sous. Donc, qu'est-ce que je fais? Je te contacte. Et là, je te dis, Lélolus, écoute, j'aime bien ce que tu fais. Ton heure, voilà, elle est dingue. Moi, j'ai une boîte, voilà, je t'expose mon cas. Tu aurais pu te sauras me recommander, j'imagine. Tout de suite, voilà, ouais. écoute, fais ça, c'est ce qu'il faut que tu fasses. Donc, tu mets en relation avec une boîte qui, elle, fait du leasing d'art. Ouais. Qui a donc, avec qui je travaille, ouais. Voilà, qui travaille en plus, tu es en relation. Eux, ils vont me donner le montant, donc les 20 000. Ouais. Ils vont te les donner à toi directement, enfin, ils vont te les attribuer. Pour que je puisse te livrer, tout à fait. Toi, tu me livres, moi, j'ai l'œuvre d'art. Moi, j'ai jamais connaissance de ton bilan, de tes informations personnelles. T'as pas besoin, OK. C'est pas moi. J'ai quand même un devoir de confidentialité là-dessus, enfin, l'entreprise. Bien sûr. Voilà, moi, j'ai pas à connaître tout ça de ta part. Bien sûr. Moi, je vous mets en lien avec la société avec qui je travaille, qui va faire le lien avec vous, qui va dire, OK, bah, tu veux telle œuvre. Eux, ils vont me dire, on va choisir ensemble l'œuvre. Okay. Je vais leur dire, voilà, c'est cette œuvre-là. Ils vont dire, OK. Et ensuite, vous faites le truc, vous signez dans votre truc, machin. Moi, après, il m'appelle, il me dit, c'est tout bon, tu peux livrer, et terminé. Exactement. Et voilà. Et moi, de mon côté, donc, c'est 2,5%. Au moment de la levée, à la fin du leasing d'art. C'est à la fin du leasing. Mais que moi, tu vois avec la société de leasing. Tout à fait. Donc, en fait, à la société de leasing. Divisé sur 12 mois, imaginons. Ouais, si tu prends 12 mois. Voilà, donc je paye ça. Et en fait, souvent, il y a un petit attention de la société de leasing, sinon il faut qu'ils vivent, sinon ils meurent. Voilà. C'est ça, je voulais quand même être sûr. C'est ça, ah bah oui. Donc il y a cette petite commission, donc bien je sûr. la paye. En fait, je ne sais pas exactement. Peut-être 22 000. Voilà, exactement, tout à fait. Et à la fin, à la revente, donc imaginons, je la revends 25 000 à ce moment-là. Ouais. Parce que en même temps, l'Elolus, elle a pris de la notoriété. C'est ça. En fait, je paye 2,5% sur les 25. Non, sur le prix d'achat. Donc à 20 000. Donc c'est incroyable. Au final, j'ai payé 500 euros. Voilà. Donc sur finalement l'œuvre. C'est ça. Plus les petites commissions 2000. Ah mais ça, c'est ta boîte qui les a payées, c'est pas toi. Oui, voilà, sur la boîte directement. Toi, tu payes que 500. Ah, pour lever l'achat. Voilà. Et ensuite, ça m'appartient en perso. Voilà. Et moi, je peux la revendre. Alors, soit tu la mets chez toi, soit tu en profites encore quelques années, soit tu la revends. Incroyable. Si tu attends un peu, qu'elle prenne encore plus de valeur, puis quand tu as besoin, tu la revends et tu te mets 25, 30 000 euros pour toi, perso. C'est génial. C'est incroyable. C'est pas trop bien. Ce mode-là, tu peux le reproduire. Alors, indéfiniment. Et tu peux en faire plusieurs achats dans l'année, finalement, il n'y a pas de limite. Ah non. Ah bah après, la société de leasing va quand même te dire, elle a un devoir quand même de conseil aussi, à te dire qu'il ne faut pas dépasser tant de % de ton chiffre d'affaires pour ne pas te mettre en galère. Dans la logique des choses. Tout à fait. J'ai pas une limite un achat par an ou non, tu n'as pas de limite. Okay. Non, tu n'as pas de limite. Il faut juste que la société de leasing va juste se garantir que tu as les moyens et que tu fais pas des choses n'importe comment quand même. Hein, on va pas. Faut faire attention et après c'est ok, tout à fait, c'est comme ça. Pour encourager aussi les gens à le tester. Ouais. Parce que des fois on parle de montants de 20 000, 30 000, etc. Ouais. Moi on peut commencer avec une œuvre à 500 euros, 1 000 euros, 2 000 euros à la limite tester. Tout à fait. Alors moi ça commence aux alentours de 3 000, 3 500. Voilà par exemple. L'achat. Raisonnable. Oui, c'est ça. Quelqu'un qui veut qui veut tester. Qui veut tester, tout à fait. Alors ça leur revient même pas 100 euros par mois, je pense. Voilà. Et au bout d'1 an, ils testent, ils voient si ça marche bien. Là, il est piqué, il tombe amoureux. C'est ça. Il se dit merde. C'est trop bien. Pourquoi j'ai pas acheté 20 000 En fait, non, 20 000, il faut savoir que c'est quoi. Je sais même plus. C'est dommage, j'ai pas mon téléphone avec moi. Mais tu sauras que c'est quoi. Je sais pas, 300. Divisé sur 12, tu veux dire? Ouais, mais pas sur 12. Tu vois, t'as des 12 mois, 18 mois, 36 mois, 48 mois. T'as toujours un truc, mais genre pour 200 euros ou 300 euros par mois, tu peux avoir une œuvre extrêmement élevée. Oui, à 20, 30 000 euros, par exemple, facilement. Ouais. Et c'est tout à fait abordable par. Et les gens, souvent, ils ne voient même pas passer. Bien sûr. Et ils se disent, non, mais c'est déjà fini.
Ouais. Et du coup, ils disent, je l'ai vraiment déjà payé. C'est Et incroyable. du coup, les gens, ils sont là, mais attends, je peux refaire un autre, t'as pas... Je voulais ça aussi. C'est Du ouf. coup, hop, ils repartent. Et du coup, c'est génial parce qu'ils sont heureux, mais Ouais. tellement heureux. Tu peux pas savoir le bonheur c'est génial que ça me... parce que moi, ça me quand- procure tellement de joie quand je les vois heureux comme moi, ça, les gens. Moi, là, je me mets à la place de. Moi, Ouais. je découvre Mm. grâce à toi. Mm. J'avais découvert un petit peu avant, mais très, très peu. Là, tu m'apprends des choses. Hein. Moi, j'apprends comme tout le monde Trop finalement, bien. aujourd'hui. J'adore. Donc là, je me dis, putain, je peux décorer ma boîte, Oui. déjà. Ouais. Mettre des tableaux sur les murs jolis. Et en plus, ces tableaux vont me rapporter. De l'argent. Quand j'aurai besoin de cet argent-là, et quand je m'en lasserai. Bien sûr. Il y a des gens, je te jure, il y a des gens qui m'appellent là maintenant, qui ont acheté il y a 10 ans, Ouais. et qui me disent putain, Lucie, j'aimerais bien que tu m'aides à la vente parce que je voudrais l'apport pour l'appartement de mon enfant ou Bah, c'est je ne sais incroyable. quoi. C'est incroyable. T'es là, mais c'est extraordinaire, Ouais, bravo. en plus, tu as regardé 10 ans. Et puis moi, j'aide à. Ah bah 10 ans, c'est jackpot. Je t'explique même pas ceux qui lui ont acheté 50 € sur le port. Ouais, je c'est pense une que aubaine. eux, Ouais. ils m'adorent. Et non, mais ce que je veux dire, c'est que derrière, moi, je fais ça aussi pour les gens. C'est-à-dire que c'est comme un respect que j'ai envers les gens en disant, bah, vous avez cru en moi. Je vous le rends. je vous le rends. Je vais vous aider à le faire. Vraiment. Ouais. Et même, je les accompagne dans la revente. Je les lâche jamais. Trop bien. En fait, le but, c'est vraiment d'être humain, en fait, simplement, Trop bien. d'être respectueux avec les gens. Et ce que j'aime, moi, tu vois, j'ai nos limites. Genre, dans ma vie, mon papa, je l'ai perdu à 7 ans. Ça a été le pire moment de ma vie. Mais vraiment. Et ça m'a donné une force considérable en me disant, j'ai vécu le pire truc qui pouvait m'arriver dans ma vie. Là. J'ai perdu l'homme de ma vie. C'est tellement difficile. Bien sûr, tu peux la perte de tes enfants, etc. Enfin, c'est horrible. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à ce moment-là, c'était vraiment extrêmement douloureux. Je lui ai promis que je ne lâcherais jamais rien. Et que je vivrais comme si tous les jours, c'était Walt Disney. Incroyable. Et que j'allais réaliser tous mes rêves. Incroyable. Et il m'a dit, promets-moi ça à ma fille. Je lui ai promis. Et depuis, t'es sur la bonne voie, j'ai Mais l'impression. alors, t'as pas le choix. T'es obligé d'aller à fond, quoi. Et nos limites. Dans l'art, c'est le seul truc qui existe au monde où t'as nos limites. Une œuvre que t'achètes 1000 balles, dans quelques années ou même plus court que tu ne penses, peut valoir 1 million. Qu'est-ce qu'aujourd'hui peut te faire ça? Et à part le Bitcoin, il y a encore le Bitcoin. On ne sait pas vraiment. Mais l'art, c'est nos limites. Tu sais que ça peut vraiment toucher les étoiles, quoi. Et je peux pas perdre. C'est ça, le Bitcoin, tu peux perdre. Alors que dans l'art, tu peux pas perdre. Mais j'adore le Bitcoin, j'adore tout ce qui est crypto et NFT, etc. Bien Tu sûr, sais à quel point. Bien sûr. Voilà, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. En fait, tu peux pas perdre quand l'artiste a fait sa réputation et qu'il la C'est ça. maintient sans faire En fait, d'erreur, entre guillemets. Une cotation, dès qu'elle est attribuée, elle baisse pas. Ah, d'accord, une cotation ne peut pas baisser une fois qu'elle est Non. attribuée. D'accord. Peu importe ce qui se passe. Ouais, D'accord. exactement. Donc, en fait, Par elle peut pas contre, perdre. Le seul défi, c'est par contre si jamais de vendre. Voilà. Comme il faut. En fait, c'est ce Exactement. que je peux te dire. Le seul truc, c'est qu'imagine, moi, je donne toujours cet exemple, c'est genre, imagine, je sais pas, je fais un truc, je suis arrêtée pour meurtre. Voilà. Parce que je. Je- Tu te dis, mais C'est c'est plus trop Walt impossible. Disney, là. Ouais, voilà, c'est plus trop Walt Disney. Ou alors, je sais pas, j'ai pris trop de drogue, que je n'en prends pas, bien sûr. Hein. Attention. Attention. Non, mais genre, tu vois, elle vaut 10 000, je sais pas, voilà, t'es là. Ouais. Tu te dis, bon, c'est toujours exponentiel. Et tu te dis, bon, bah là, j'ai fait un truc horrible. Le seul risque, c'est quoi? La cote, elle bougera jamais. Ouais. Elle descendra pas. Tu auras juste plus de mal à vendre. Tout simplement. Bien C'est sûr. tout. Parce que tu vois, l'offre et t'auras un peu moins de demande. Bien sûr. Ça baissera pas le prix. Bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que tu auras un peu plus. Peut-être qu'il faudra être un peu plus patient. Peut-être prendre un peu plus de temps. De la vendre en 2 semaines, tu mettras peut-être 2 mois ou 2 ans. Voilà, c'est ça. Mais ça par finira par contre, être le vendu. prix, la valeur, c'est cette valeur. Exactement. Ok. Et encore, tu sais quoi, c'est tellement bizarre l'art des fois que ça peut, si je fais une connerie, ça peut encore valoir 3 fois le prix. C'est ça. C'est tellement On a bizarre déjà- des fois, tu comprends rien. C'est T'as ce vu que je disais, Banksy, voilà. quand il avait passé, il est génial cet artiste, je l'adore. Et en fait, il voulait dénoncer la spéculation autour du marché de l'art. Et lorsque ça a été vendu aux enchères des millions, il avait inclus dans le cadre une broyeuse à papier et son œuvre est passée vendue tac et l'œuvre ça s'est broyé. et sauf que sa broyeur elle a bugué Arrête. au milieu ça Ah s'est oui, et arrêté. du coup, il y avait T'as la moitié qui était bien juste et la moitié broyée. Elle valait encore L'œuvre- 10 fois plus. Effet inverse, C'est incroyable. c'est-à-dire que l'œuvre, Il le mec était il l'a contre acheté la spéculation. cash genre 2 millions, Le truc, elle valait 20 millions. 2 heures après, même pas, allez, 1 heure après, elle valait 10 fois le prix, C'est 20 millions, tu vois. C'est ouf. Genre, je te dis ça, mais c'était incroyable. Donc, ça a fait l'effet inverse. Donc, le mec, C'est ça, il y a acheté. que dans l'art où tu peux avoir des folies comme ça. Quand quoi. je te dis que t'achètes une œuvre 10 000
la fraction de seconde d'après, elle peut valoir 1 million. C'est pas une blague. Ouais, c'est possible. Moi, j'ai l'exemple de Beeple. Je sais pas si ça te parle. Oui, très bien, Beeple. Bah, tu sais que c'est grâce à Beeple que je me suis intéressée à coder sur la blockchain, à créer mes drops, etc. Parce que c'est Beeple, c'est ça qui m'a fait découvrir. Et moi, comme j'adore la finance, l'investissement, j'ai dit, ouh, loulou, un truc qui va me plaire. Technologie. C'est ça, et j'adore. Et du coup, c'est là où je me suis lancée dans la découverte tout ce qui était crypto, donc où j'ai connu Frédéric Bonelli, etc. Donc tout ce qui était crypto, NFT, machin. Ouais, c'est génial. Vas-y, raconte ton truc sur Beeple. Non, mais Beeple, justement, c'est une super histoire où on parle vraiment de l'artiste, comme tu l'as dit, alors qui au début le faisait vraiment dans l'ombre, parce que pour lui, c'était une expérience pour lui, c'était vraiment par plaisir de créer. Tu vois, je retrouve des mots aussi entre artistes, des vrais artistes qui ont cette envie de créer. Il se voyait pas ne pas le faire. J'ai même fait une vidéo YouTube dessus où j'ai documenté son histoire qui est juste exceptionnelle. Et le gars, du jour au lendemain, il se retrouve avec une œuvre vendue 60 millions, je crois. Je sais pas combien exactement. C'était énorme. 69 ou 60 millions, un truc de dingue. Et le gars a brillé alors qu'au final, ses œuvres ne valaient rien. Et ceux qui ont cru en lui à un moment donné, regarde, tu vois, c'est impressionnant. C'est vraiment fou. C'est ça qui est juste incroyable. Il suffit d'une fois, une rencontre. Tu vois, l'œuvre de Beeple a été rencontrée par le millionnaire, un milliardaire investisseur. Oui. Et pouf. Et voilà. Qui d'ailleurs, ce gars-là l'a fait en plus par passion et par plaisir. Oui, et il l'a découpé en plusieurs morceaux. Voilà. T'as vu? Pour la revendre. Pour la revendre en plusieurs morceaux pour se faire. Attends. Le mec, il a dépensé des millions, mais derrière, il en a gagné combien? Tu le dis ça? Exactement ça. Voilà, c'est ça. Non, on voit pas la suite, mais c'est ça qui est juste extra. Et ça fait rêver. Et tu vois, c'est pour ça que je fais ce métier. Tu allies la passion, le rêve, la lumière, le smile, le bonheur, l'humain, la finance, le gain, la fiscalité, l'entrepreneuriat. Donc aujourd'hui, tu es investisseur, tu n'as pas cette fibre artistique, tu peux quand même vivre toutes ces choses-là en tant qu'investisseur, aller dans des salons, dans des... j'ai oublié le nom... des expos et découvrir, apprendre, parler, discuter avec des gens. Est-ce que les artistes aujourd'hui sont très accessibles aussi Ça dépend lesquels. Comme dans le monde entier en général, comme dans tout chef d'entreprise, comme dans tout domaine. T'en as qui sont horribles et qui tu n'as pas envie de parler, et t'en as qui sont extraordinaires avec qui tu as envie de passer une journée entière sans t'arrêter. C'est n'importe qui, c'est comme tout l'être humain, comme toute religion, comme n'importe. T'as des cons, t'en as partout, des gens super, t'en as partout. Restons sur les gens bien. Restons sur le positif et ne donnons pas de crédibilité et d'intérêt à ceux qui ne le sont pas. 100%. Contrairement à ce que fait, on va dire, les médias des fois, etc. 100%. Restons sur le positif et la joie et ceux qui font que, voilà. Et punissons pas les jambons. Trop bien. Franchement, déjà, merci beaucoup pour tout ce partage. Merci. Moi, je veux finir avec une question qui est vraiment... très importante pour nous. C'est aujourd'hui, durant tout ton parcours, avec tout ce que tu as vécu, avec tout ce que tu as traversé, quelle a été la décision la plus smart qui a vraiment fait la différence? Quand mon mari m'a dit, est-ce que tu as vraiment envie de faire ça? Parce que là, ça commence à être compliqué. On va vivre sous les ponts avec tes conneries au début. Et je lui ai dit, t'inquiète pas, aie confiance en moi, je vais travailler et j'y arriverai. Incroyable. Et ça a été le moment le plus important de ma vie parce qu'il a toujours cru en moi. Même s'il avait des doutes, il m'en a fait part et c'était très bien. Moi, je lui ai répondu ça, clairement. Au fond de moi, j'étais là, oh punaise, du coup, il faut que je bosse vraiment, vraiment dur. Donc, c'est ce que j'ai fait, mais ça a été incroyable. Mais il y a plein de trucs dans ma vie. Tout a été, on va dire, décisif. Je te parle de ce moment-là. Je te parle du moment où j'ai exposé au Louvre, où ça a été incroyable. Je te parle du moment où je suis rentrée de Miami et avec mon équipe, on a vu tout plein de défauts au niveau de la structuration de mon entreprise où tu vois, il faut être quand même structuré. Il y a plein de choses qui n'allaient pas et la décision, la remise en question dont j'ai dû faire face a été très difficile parce que je me suis dit, en fait, j'étais pas dans le bon. Et devoir tout réaligner et tout recommencer et se remettre en question sur tout, ça a été une très belle décision aussi. D'équipe, il faut écouter. Ça, c'est hyper important. Mais tout le moment où j'ai dit à mon papa que je lâcherai jamais rien dans ma vie et que je lui promets que je réussirai, ça a été un moment extraordinaire. Tout est important. Trop bien. Tout. D'ailleurs, franchement, merci beaucoup pour ces partages. Merci à toi. Tu nous as beaucoup appris. Trop bien. J'ai beaucoup appris. J'espère, merci. Tous nos spectateurs aussi ont beaucoup appris. Merci pour cette rencontre aussi, parce que moi, je m'attendais vraiment pas à apprendre autant de choses et à découvrir un monde qui est juste exceptionnel.
Et comme tu l'as dit, une fois que tu as fini le podcast, tu seras piqué, tu auras envie que d'y aller. Et je te promets que je vais me renseigner. Je suis sûre. Donc, on va se recontacter, je pense, pour acheter un petit tableau, un de ces quatre. Avec plaisir. Ça va se faire. Et surtout, à tous les spectateurs qui ont regardé le podcast, si vous avez aimé justement ce contenu-là et vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à vous abonner pour qu'on puisse en refaire encore et encore avec des invités toujours plus exceptionnels. Et on se dit à la prochaine pour un autre podcast Smart Talks. Encore une fois, merci Lélolus. Merci et, à toi. À très bientôt. À bientôt.